poser sur notre site Web dans les prochains jours. Donc, on va débuter dans les prochaines minutes. Ce ne sera pas bien long. Merci d'être parmi nous. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique d'information portant sur le projet pilote d'implantation de modules d'hébergement transitoire qui est tenu conjointement par les partenaires du projet, soit la Ville de Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, ainsi que l'Office municipal d'habitation de Québec. Je me présente, mon nom est Dave Pelletier et juste avant de vous présenter les gens qui m'accompagnent, notez que la séance est enregistrée, je vous l'ai déjà dit, et que cet enregistrement sera déposé demain en ligne, mais surtout qu'elle se déroule simultanément en ligne où les participants seront accompagnés de ma collègue Héloïse Godreau, que nous inviterons lors de la période de questions là, à expliquer également les consignes là, pour les gens en ligne. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On a distribué des avis porte à porte autour là, pour vous informer de la tenue de cette activité. Et sans plus tarder, permettez-moi d'accorder un mot de bienvenue à Mme Boucher, conseillère municipale, membre du comité exécutif responsable des dossiers d'itinérance, de logement et de développement social. Mme Boucher. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. J'ai vu quelques visages connus du milieu communautaire. Il y a des élus, Mme Roy, M. Melançon qui est ici, M. Villeneuve qui est ici aussi. Donc, notre rôle aujourd'hui, de notre côté, c'est de vous écouter. On a une grande équipe ici avec vous qui vient présenter un projet qui a lieu en grande partie parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés autour d'un enjeu qui est l'itinérance pour essayer de trouver une solution. Vous savez, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions sur lesquelles on veut collectivement agir. Donc, aujourd'hui, c'est ce projet de modulaire-là qui vous est présenté. C'est un des projets parmi plusieurs là, que le milieu communautaire, le milieu de la santé, la ville, donc, contribue au niveau de l'itinérance. Donc, vous allez avoir plusieurs informations, la possibilité de poser vos questions aussi. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises préoccupations non plus. Ça nous permet de pouvoir expliquer, prendre le temps, puis c'est ce qu'on veut faire avec vous ce soir. Bonne soirée. Merci, Mme Boucher. Alors, je vous présente tout d'abord pour la Ville de Québec, Jérôme Bouchard, qui est chef d'équipe de la section de l'habitation à la division du développement des milieux de vie, de l'habitation et de l'immobilier. Monsieur Marc Deconinck, expert conseil à la Direction générale pour l'aménagement, mobilité et sécurité urbaine. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous serons également accompagnés de Frédéric Keck, qui est directeur adjoint partenariat et itinérance pour le CIUS de la capitale nationale. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et pour représenter l'Office municipal d'habitation de Québec, Candido Dias, conseiller en développement immobilier et partenariat. Monsieur Dias, bonsoir. Et je souligne également la présence de Monsieur Claude Villeneuve, ici, conseiller municipal du district. Alors, sans plus tarder, je céderai la parole à mon collègue, enfin à Marc, d'abord. Allez-y, Marc, je vous en prie. Merci, M. Gagnon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde, pardon. Merci d'être venu, de vous être déplacé. On va vous parler d'un projet qui est attendu de beaucoup de gens depuis un certain temps. Il y en a été question dans les médias il y a déjà plus d'un an, un projet qui était encore très préliminaire autour d'un développement d'utilisation d'une formule de modulaire pour répondre à des besoins plus spécifiques. C'est un projet qui a eu plusieurs allers-retours. Et vous avez vu des articles parus la semaine dernière qui annonçaient officiellement le choix d'un terrain. Moi, je vais vous faire plus une mise en contexte générale, puis les autres personnes vont vous présenter le projet de façon un petit peu plus précise. Bien sûr, vous le savez, on vit partout au Québec, partout au Canada, des enjeux très particuliers par rapport à ce qui est convenu d'appeler la crise du logement, le taux d'inoccupation à Québec qui est en deçà de 1 alors qu'on sait que normalement le taux sain de renouvellement, ce serait 3 À 3 on est dans une situation qui est viable. On est en bas d'1 et c'est encore plus bas pour les logements à faible coût. Donc, le projet qui est présenté aujourd'hui répond notamment aux objectifs de la vision
la vision de l'habitation de la Ville de Québec, qui insiste, et notamment son plan accéléré, qui insiste sur la nécessité d'offrir des formules multiples pour répondre aux enjeux de la crise du logement. Il y a aussi, bien sûr, le phénomène de l'itinérance. Mme Boucher vient de l'évoquer. En 2022, il y a eu un décompte officiel qui a été fait. On a évalué qu'un peu partout au Québec, c'est plus de 40 d'augmentation de l'itinérance par rapport à 2018. Et toutes les sources sont unanimes et sont consensuelles à l'effet que même ces chiffres-là étaient sous-évalués. Dans le cas de la région de Québec, on parle d'une augmentation de 36 %. Il y a des données qui viennent de sortir tout récemment sur l'augmentation de pourcentage de personnes itinérantes qui sont en hébergement. On parle de plus de 15 dans la dernière année d'augmentation. Donc, c'est clair que c'est une réalité, la question de l'itinérance. Ce qu'on ne dit pas assez, notamment quand on suit la question dans les médias, c'est que le phénomène d'itinérance ne se résume pas uniquement aux enjeux des quartiers centraux. Ce qu'on observe particulièrement, il y a des groupes communautaires de Beauport qui connaissent bien cette réalité-là, des groupes communautaires aussi dans Mézeray connaissent bien cette réalité-là. Le phénomène de l'itinérance se déplace dans tous les quartiers périphériques. On parle de Haute-Saint-Charles, qu'on parle de Sainte-Foy-Sillery, qu'on parle de Charlesbourg, bien sûr de Beauport, les enjeux d'itinérance sont plus présents. Pour certains, le visage est moins visible, mais les gens qui sont sur le terrain vont vous dire qu'ils accompagnent quotidiennement des gens qui sont en situation de détresse et souvent dans des secteurs où il y a moins de ressources. Donc, dans un contexte d'augmentation d'itinérance et notamment d'un développement en périphérie, il y a nécessité, et c'est demandé depuis longtemps par beaucoup de gens, d'ajouter des ressources dans ces secteurs-là, non pas pour déplacer l'itinérance, mais pour répondre à des besoins réels en périphérie. Et dans ce sens-là, le projet qu'on vous présente aussi s'inscrit tout à fait dans la vision en matière d'itinérance que la Ville de Québec a adoptée officiellement l'an dernier. Maintenant, quand on parle d'itinérance, c'est un phénomène, c'est important de le dire, puis je pense que ça va revenir peut-être dans la discussion, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe, qui est multifactoriel. Il n'y a pas une cause de l'itinérance. Les visages sont très différents. Les histoires de vie sont très différentes. Moi, je suis un vieux routier. J'ai travaillé plus de 36 ans au CIUS. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, ça fait plus de 40 ans que je suis en développement social, c'est que derrière chaque personne, il y a une histoire. Donc, trop souvent, quand on parle de l'itinérance, on a tendance à la catégoriser dans une situation très particulière ou un type de besoin très particulier, notamment un type de besoin très particulier en termes de réponse d'habitation. Le projet qui vous est présenté aujourd'hui ne répondra pas à tous les besoins en matière d'itinérance, ne répondra pas à toutes les situations de personnes en situation d'itinérance. Il est clair qu'il faut multiplier les formules. Avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui, on pense toutefois qu'on répond à un besoin qui, lui, est réel. Il y en a d'autres, on pourra en discuter. Donc, il y a l'itinérance chronique, il y a l'itinérance cachée. Il y a toutes sortes de phénomènes dans la façon dont l'itinérance peut se décliner. Ce qu'on va vous présenter, ce qui est clair, c'est une proposition d'habitation transitoire, de logement transitoire, qui permet à des personnes de consolider leur situation de vie pour reprendre du contrôle. Dans un tout autre contexte, on présentait ce matin un autre projet dans un autre secteur, à une direction d'école, où on est aussi dans une formule d'habitation transitoire. Puis le directeur d'école a eu cette réponse très intéressante. Il dit, dans le fond, ce que vous proposez, c'est un endroit où les gens peuvent mettre un genou par terre, se poser et reprendre du contrôle. Donc, M. Keck va vous l'expliquer tout à l'heure plus en détail, mais c'est vraiment cette formule-là qui a été imaginée à petite échelle. On parle de 6 personnes qui, en même temps, pourront occuper un studio de façon transitoire, mais encore une fois, dans une perspective de reprise de contrôle. Parce qu'une des choses qui est importante de dire en matière d'itinérance, puis les groupes communautaires qui interviennent, qui sont ici dans la salle, le savent très bien, quand on donne un accompagnement adéquat aux personnes, les chances d'améliorer son parcours de vie sont réelles. Il y a des possibilités de revivre des épisodes difficiles, mais quand on maintient le lien, quand on accompagne les personnes adéquatement, quand on leur redonne de la valeur, quand on les valorise, les chances de succès sont plus importantes. C'est un projet aussi qui s'est fait en concertation entre plusieurs partenaires. Donc, c'est la Ville de Québec qui est tenue par ces règlements lorsqu'il y a des projets en habitation de tenir des assemblées publiques. Mais c'est un projet qui, depuis le début, est travaillé conjointement avec le CIUS de la capitale nationale, avec l'OMH,
on va donner à l'OMH le mérite qui lui revient, qui était un peu la bougie d'allumage dans ce projet-là. Et aussi dans des travaux qui restent à compléter, aussi avec le milieu communautaire et la ville. Je ne vous lirai pas tout ce que vous voyez ici à l'écran. Essentiellement, ce qu'on peut dire, c'est la responsabilité du CIUS concerne beaucoup la dimension clinique, l'accompagnement des personnes, mais aussi la sélection. Parce qu'on va vous l'expliquer, ce n'est pas n'importe qui va pouvoir venir résider. C'est des gens qui, en fonction de leur parcours, on va identifier que ça répond à leurs besoins. Donc, c'est le CIUS qui va être en leadership à ce niveau-là. L'OMH, à travers son bras immobilier, M. Diaz va vous en parler tout à l'heure, Socialim va gérer plus le bâti. C'est eux qui sont responsables notamment de l'obtention du financement du côté de la Société d'habitation du Québec. Mais en même temps qu'ils sont responsables du bâti, c'est aussi eux qui vont gérer. Donc, d'une certaine façon, ils sont le propriétaire qui accueille des personnes sur place. Le milieu communautaire, il y a eu des échanges préliminaires. Il reste encore des échanges à compléter dans les prochains mois. Il y a un appel d'intérêt qui va être lancé bientôt. Mais il est clair que le milieu communautaire va jouer un rôle essentiel parce que la qualité d'accompagnement, c'est notamment du côté du milieu communautaire que les résultats sont les plus probants. Et la ville, mon collègue Jérôme tout à l'heure va vous donner plus de détails, c'est beaucoup plus impliqué au niveau du terrain, des infrastructures, etc. Ce qui a été retenu, c'est la formule des modulaires. Il y a une diapo là-dessus, une image, je ne sais pas si on l'a à l'écran. Oui, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de... Alors, juste revenir sur le fait que les modulaires, c'est une formule qui est utilisée à différents endroits. C'est une première qu'on utilise des modulaires à Québec en lien avec des enjeux d'itinérance. Là, vous voyez d'autres endroits dans le monde, à chaque fois déclinés de façon un petit peu différente. C'est une formule qui est intéressante à différents égards. D'abord, on est dans une structure préfabriquée, donc les enjeux de construction sont beaucoup plus rapides. Les besoins sont importants en matière d'itinérance. Le projet dont je vous parlais, je ne l'ai pas nommé parce qu'il va y avoir une assemblée publique, là, mais pour lequel on a rencontré une direction d'école ce matin, c'est un projet d'habitation plus classique de 4 étages. Bien, le financement vient d'être obtenu, mais la construction va prendre une grosse année complète avant qu'on soit capable de livrer un bâtiment. Dans le cadre des modulaires, le financement de la SHQ vient d'être accordé et on peut imaginer une implantation dans les prochains mois. L'autre chose aussi, ça va vous être expliqué notamment par nos partenaires du CIUS, on expérimente une formule. Donc, la possibilité, si jamais on se rendait compte que ça ne correspond pas tout à fait aux besoins ou qu'on doit repenser, bien là, on a un équipement qu'on pourrait potentiellement relocaliser ou utiliser ailleurs. Mais aussi, c'est un type d'équipement, s'il donne des résultats intéressants, une formule qu'on peut facilement implanter dans d'autres secteurs périphériques de la ville de Québec. Donc, il y a un enjeu de rapidité, de reproductivité et, encore une fois, une formule qui est très favorable au fait d'expérimenter. Sur ça, je vais passer la parole à Frédéric Eck, du CIUS, qui va vous parler un petit peu plus des personnes qui vont venir demeurer là. Tout à fait. Bien, merci, Marc. Écoutez, je pense que Marc l'a très bien résumé. Le phénomène de l'itinérance, c'est un phénomène qui est complexe. C'est un phénomène qui touche plus juste les centres-villes. C'est vraiment partout sur le territoire de la capitale nationale qu'on voit une évolution du phénomène. Il y a une complexité dans les besoins, une diversité de besoins qui doivent être adressés. Puis ça va prendre une diversité de réponses pour y faire face. C'est une de ces réponses-là qui vous est proposée aujourd'hui, qui vous est présentée aujourd'hui. Puis vraiment, l'angle qui a été choisi pour ce projet-là, c'est de prendre l'angle de l'hébergement transitoire. Donc, ce qu'on propose, l'objectif de ce projet-là, c'est d'ajouter 6 places d'hébergement transitoire pour le secteur de Beauport, sous la formule, puis là, on pourra vous le présenter plus en détail tantôt, mais vraiment de micro-logements. Puis l'objectif de ces micro-logements-là, c'est de renforcer la stabilité résidentielle de populations qui sont actuellement vulnérables. Je vais pouvoir vous l'expliquer davantage tantôt. C'est sûr que le but de ce projet-là, c'est de répondre à un enjeu qui est en émergence dans Beauport, qui a été documenté dans Beauport, mais qui a été documenté sur plusieurs facettes. Donc, ça vient répondre à une de ces facettes-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut favoriser la stabilité résidentielle des personnes vulnérables. Bien, là, ce projet-là va nous permettre d'adresser ça, puis en collaboration entre le milieu communautaire et le milieu institutionnel aussi. On veut arrêter de travailler d'un côté et de l'autre de façon séparée, mais vraiment ensemble là, par rapport à ces enjeux-là.
À qui s'adresse le service? Ben, d'abord à des personnes adultes qui sont à risque imminent d'itinérance ou vivant un premier épisode d'itinérance. La particularité qu'il y a également avec ce projet-là, c'est que c'est un des rares projets qui va nous permettre d'accommoder des couples aussi. On a de plus en plus de situations comme celle-là, puis souvent on est obligé de séparer les couples. Donc là, ben, ça va nous permettre de construire aussi sur cette stabilité résidentielle-là, mais pour ces profils-là aussi. On souhaite que les gens soient engagés dans un profil de rétablissement, donc vraiment un cheminement associé à leur stabilité résidentielle, mais on peut également aller dans de l'évaluation par rapport à des problématiques plus complexes qui pourraient être rencontrées ou juste pour voir ben, est-ce qu'il y a des enjeux au niveau administratif, au niveau santé ou au niveau capacité globale là, qui pourraient être évalués davantage pour mieux déterminer la solution logement là, qui pourrait être proposée pour le plus long terme. Donc, dans les bénéfices du projet, ben, c'est de rattraper rapidement les situations problématiques, puis vous l'aurez compris, là, c'est d'éviter la spirale de la rue, puis d'agir rapidement sur des personnes qui sont vulnérables, mais que, faute de projets alternatifs adéquats, on a tendance à rediriger vers le centre-ville, puis vers les ressources d'urgence. Ça permet aussi une période d'évaluation, stabilisation de l'état des personnes, on en a parlé un petit peu. Ça nous permet de renforcer le continuum de services en itinérance. Ça, c'est bon pour tout le territoire, mais on l'a dit déjà un peu plus tôt, le défi, là, c'est de prendre en considération l'évolution également dans les quartiers périphériques. Marc en parlait, c'est un beau projet pilote qui va nous permettre, oui, de s'adapter dans la formule, mais si ça marche bien, il y a tellement d'autres territoires qui rencontrent des enjeux similaires. Ben, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait de ce côté-là et réfléchi à plus long terme là, de ce côté-là aussi, ce qui rend ça très intéressant. C'est sûr, dans la perspective de ce projet-là, on s'inscrit vraiment dans une logique des meilleures pratiques, hébergement transitoire pour population à risque. On est à la bonne place, mais ça vient aussi répondre à des diagnostics qu'on a fait au niveau de la région, au niveau du parcours résidentiel, puis de la place de l'hébergement transitoire dans la région. On sait qu'on aurait des besoins supplémentaires de ce côté-là, puis ça nous permet d'aller dans ce sens-là aussi. On passe peut-être à la prochaine diapo. Donc, il y a 3 blocs clés dans le projet qu'on souhaitait quand même vous présenter aujourd'hui. Le premier, ben, c'est le mécanisme d'accès. L'idée, c'est qui les responsables là, du mécanisme d'accès? Ben, vous voyez, on est en partie autour de la table aujourd'hui. Le CIUS, l'OMH, mais les partenaires communautaires aussi qui ont contribué à nommer les enjeux dans le secteur. Mécanisme d'accès, ça passe par un comité de sélection, une évaluation de l'admissibilité puis des places priorisées pour le secteur de Beauport. Ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que ce n'est pas n'importe qui va pouvoir rentrer dans ces unités-là. C'est dédié aux gens qu'on vous a présentés tantôt, là. Donc vraiment dans une perspective de prévention et éviter le passage à la rue. Puis évidemment, on sait qu'il y a des besoins plus larges que ça, mais ce projet-là va nous permettre de capter ces besoins-là, puis quitte à les orienter ailleurs aussi. On a d'autres alternatives là, qui se travaillent actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce séjour-là? Donc, le deuxième bloc, le séjour. Bon, on parle d'un séjour en moyenne de 30 à 60 jours. C'est sûr que ça peut être variable. Ça va dépendre des profils, ça va dépendre des besoins. Puis, c'est à l'usage qu'on va voir si la période de 30 à 60 jours est la plus indiquée. Par contre, on pense que par rapport aux enjeux et aux besoins qu'on a d'identifier, puis la connaissance de ces enjeux-là actuellement, c'est la formule qui va venir nous permettre de répondre aux besoins. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce 30 à 60 jours-là? Ben, j'aurais tendance à vous le décrire comme, dans le fond, le but, là, c'est d'aller chercher le bon fit. Le bon fit en termes d'accompagnement requis pour vraiment faire une différence dans la vie de la personne. Puis de l'autre bord, le bon fit aussi en termes de solution logement qui va être adapté à leur réalité également. Puis prendre le temps de faire ça, bien, ça fait vraiment toute la différence dans les parcours justement qui peuvent être problématiques. Puis là, bien, c'est un peu la portée un peu novatrice de ce projet-là. Pour faire ça, il va y avoir une présence soutenue dans le milieu. Donc, tu sais, chaque personne va avoir son requis. L'idée, c'est que autant dans les références communautaires que dans les références CIUS, l'accompagnement va être présent sur place pour s'assurer que cet objectif-là s'actualise. Donc, ce n'est pas des gens qui sont laissés à eux-mêmes à l'intérieur là, de ces modulaires-là. Puis dans ce travail-là, dans cette présence soutenue-là, bien, il va y avoir évidemment un bout de travail à faire sur le vivre ensemble aussi, puis la cohabitation.
Dernier bloc. Donc, c'est vraiment de voir dans les orientations pour les options durables à proposer là, en matière de logement. Là, c'est de voir c'est quoi les scénarios qui sont possibles, puis comment, à partir de ce qu'on a pu observer dans ce 30 à 60 jours-là, on peut travailler des pistes vraiment pour une stabilité résidentielle long terme. Responsable de ça, le CIUS, l'OMH, partenaire communautaire, mais on fait appel à d'autres partenariats aussi, entre autres avec nos partenaires au niveau des OBNL en habitation ou autres acteurs qui ont une expertise de logement aussi. Dans les pistes que vous avez là, logements sociaux, logements privés, autres options, programmes gouvernementaux de soutien au logement. C'est toutes des mesures qui existent déjà et qui fonctionnent bien. La différence avec ce projet-là, c'est que justement, on va avoir pu observer les gens, puis les accompagner dans leur plan de match pour la suite. Puis c'est que c'est très rassurant aussi pour des propriétaires de savoir un peu, OK, il y a un plan, il y a eu une observation, on a un plan de match pour accompagner ces personnes-là, puis ça nous aide après dans stabiliser les gens dans un projet de logement à plus long terme. Je pense que ça faisait le tour pour ma partie. Je te laisse, Élie. Oui, donc le projet d'hébergement en tant que tel, donc c'est un projet pilote comme on l'a déjà mentionné. Les caractéristiques, c'est dans l'implantation, on va avoir 4 modules. Un module d'accueil, donc lui, il sera composé d'un bureau pour l'intervenant et d'une petite salle d'accueil et de rencontre aussi. En plus de ça, il y aura une salle mécanique puis une conciergerie. Ça, c'est le module d'accueil. Et ensuite, il va y avoir 3 modules de 2 studios chacun. Ce sont des modules assez basiques, puis avec des studios vraiment, vraiment modestes, donc avec une cuisine complète, puis une salle de bain. Puis, c'est vraiment 2 studios avec une petite salle mécanique. Les partenaires porteurs, on se répète un peu, mais Socialim, c'est une entité apparentée à l'OMH. Elle a pour but de développer du logement social et abordable, mais aussi, surtout, des projets spéciaux pilotes comme celui dont on parle aujourd'hui. Là, on parle de valeur totale du projet, mais on aurait dû parler de budget en fait total du projet. C'est 1 744 000, mais il sert autant à l'immobilisation que au branchement, que à la commande des modules, mais aussi à l'animation du milieu de vie. Donc, les trois principaux financiers du projet, c'est le CIUS, la SHQ et la Ville de Québec, comme vous pouvez le voir. C'est un projet pilote de 2 ans, renouvelable annuellement. Et la date cible de l'ouverture du projet, c'est l'été 2025. On cible fin juin, début juillet 2025. Vous pouvez voir ici à quoi ça va ressembler. Évidemment, j'attire votre attention sur le fini des modules. Il n'est pas encore final. On passe à la commission d'urbanisme sous peu et on attend leurs recommandations pour l'habillage des modules. Mais comme vous pouvez le voir, c'est 2 studios assez restreint, assez petit, mais comme il s'agit d'hébergement transitoire, c'est suffisant dans ce cas-ci. Puis il y a quand même une salle de bain complète avec une petite cuisinette. Sélection du site. Bon, le micro embarque. Alors, on l'a dit, c'est un besoin qui a été identifié dans le secteur Beauport. Donc, on a commencé par regarder dans un périmètre élargi où est-ce qu'il y aurait des sites dans Beauport, en fait, dans l'est de la ville, qui pourraient accueillir ce projet-là. Donc, il y a une quinzaine de sites qui ont été analysés. Ce n'est pas évident de trouver des sites potentiels. Des fois, on en voit au coin de la rue, on se dit qu'il y a des sites vacants, mais il y a souvent des raisons pour lesquelles ils sont vacants. Puis, donc, il n'y avait pas beaucoup d'options. On a quand même analysé plusieurs sites avec des critères de sélection. Donc, notamment, on cherchait des terrains qui étaient de propriété de la ville ou d'institutions pour que ce soit plus facile pour mener un projet rapidement. Donc, pas obligé de se lancer dans un long processus d'acquisition. On voulait un site qui conférait une intimité aux résidents du projet, au voisinage aussi par le fait même, à l'écart de lieux sensibles, absence de contraintes majeures à la construction, donc un site, par exemple, qui est déjà desservi là, par égout aqueduc, par exemple. Une proximité des organismes communautaires, proximité du transport en commun, ça faisait partie de nos critères, proximité des services de première nécessité surtout, et une superficie suffisante pour accueillir quelques modules. Donc, avec ces critères-là, le site qui a été retenu, donc vous le voyez à l'écran, c'est le site qui est juste à côté du parc aux bus d'Estimauville, donc sur le boulevard Sainte-Anne. C'est un site qui avait plusieurs avantages. Donc, il était propriété de la Ville de Québec, disponible pour 3 à 5 ans environ.
Puis ça reste à confirmer. C'est un site qui est éventuellement destiné à devenir une place publique dans le prolongement de la place des Goglus, là, juste de l'autre côté du boulevard Sainte-Anne. Il y a une superficie suffisante. Il a l'air petit à l'écran, mais il est quand même assez grand, le terrain. Et il y a une proximité des organismes communautaires. Il y en a plusieurs dans un rayon d'1 kilomètre. Il y a plusieurs services là, de première nécessité. Le transport en commun, je pense que c'est un des endroits les mieux desservis. Là. Il y a plusieurs métrobus à proximité. Il y a le terminus d'Estimauville. Et ben, aussi, c'est en cohérence avec les orientations de la ville. On l'avait mentionné, mais on a une vision en matière d'itinérance, on a une vision de l'habitation, on a une vision aussi d'aménagement des quartiers de la Canardière qui avait soulevé des besoins aussi là, pour des populations plus vulnérables ou en situation d'instabilité résidentielle. La carte n'est pas tout à fait à jour. C'est un secteur assez dynamique. Donc, il y a plusieurs projets là, en construction, notamment du côté de l'écoquartier. Et puis, ben, dans les derniers jours, on a pris contact avec les institutions, les organismes là, du secteur pour les informer du projet, pour en discuter avec eux, pour qu'ils aient une bonne idée du type de projet qui va être sur ce site-là. On trouvait ça important d'en discuter, notamment avec la CNESST, avec l'immeuble juste à côté là, qui accueille les Forces armées canadiennes, l'Agence du revenu du Canada aussi. Notamment, on a discuté avec le RTC aussi, vraiment pour parler du projet plus en profondeur que ce qu'on peut lire dans les médias notamment. Donc, on voit le terrain d'un peu plus près ici. À droite, ce que vous avez, c'est le plan d'implantation préliminaire. Donc, on voit les 4 modules. Au fond, le premier module à l'entrée du boulevard Sainte-Anne, ça va être le module espace commun dont on a parlé. Il va y avoir un seul accès sur le site. Ça va vraiment être par le boulevard Sainte-Anne. On ne veut pas que les gens arrivent sur le site là, par différents points. Donc, ça va être par le boulevard Sainte-Anne. Et puis, il va y avoir les 3 modules sur le terrain. Et puis, ça a été réfléchi aussi là, de façon à préserver l'intimité pour les résidents. Donc, il y a un espace privé, évidemment, dans chacun des studios. Il peut y avoir un espace semi-privé avec un petit perron d'aménager devant chaque entrée des studios. Et puis, il y a un espace appropriable à l'avant qui est gazonné. Et puis, il y a aussi en hiver, ça va pouvoir servir de lieu pour entreposer la neige. Et puis, il va y avoir l'espace commun qui va pouvoir servir aussi de lieu de socialisation. Et on va en profiter pour verdir davantage aussi le site. Là, il y a déjà un petit peu de verdure, pardon, mais on va en ajouter selon la planification aussi qui est prévue pour la future place publique. Donc, on va en profiter pour faire des plantations là où c'était prévu. Maintenant, pour les grandes étapes de réalisation, donc c'est un projet qu'on travaille depuis un certain temps, même avant le printemps-été 2024. Il y a eu plusieurs réflexions, mais c'est vraiment à partir du printemps qu'on a commencé à travailler plus concrètement le projet, donc avec des analyses sur le type d'hébergement. Il y a eu des rencontres avec le milieu communautaire, une recherche de site. Et puis, l'automne dernier, avec les différents partenaires du projet, on a confirmé le type d'hébergement. On a identifié aussi le site. Et cet hiver, donc, on a entamé le début du processus de modification réglementaire parce qu'il faut venir modifier le règlement de zonage pour permettre un usage pour l'hébergement et pour les services d'accompagnement sur ce site-là. On a eu la confirmation du financement de la SHQ, d'autres rencontres avec le milieu communautaire. Et donc, à partir d'avril, donc, on entame les présentations du projet. L'entrée en vigueur de la modification réglementaire va se faire dans les prochaines semaines. Le permis de construction, la commande et l'installation des modules. Donc, on vise, comme on l'a dit, là, une ouverture du site vers juin ou début juillet. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on va faire un suivi, on va monitorer le projet. On a des collègues de l'Université Laval qui sont impliqués dans une étude d'évaluation de l'impact sur la santé. Donc, il va réunir plusieurs partenaires, plusieurs organismes communautaires pour monitorer. On est en mode projet pilote, donc on va évaluer en continu l'impact du projet et on va suivre aussi, on va documenter le parcours des personnes là, pour voir d'où ces personnes-là viennent, combien de temps elles restent sur le site et quelle est leur option d'hébergement par la suite. Voilà, c'est ce qui met fin à notre présentation.
Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. C'était très intéressant. On en serait maintenant rendu à la période de questions. Je vous inviterai les gens dans la salle à vous présenter au micro et à vous nommer en gardant vos questions aussi brièvement que possible pour aller directement au sujet. Question de permettre au maximum de gens de prendre part à cette période-là. Ma collègue Héloïse Gaudreau qui est en ligne. Héloïse, est-ce que tu nous entends? Je pense que tu avais des consignes également pour les gens qui nous suivent en ligne, n'est-ce pas? Oui, oui, bonsoir tout le monde. Alors, en ligne, nous avons 12 personnes avec nous. Pour ces personnes-là, si elles souhaitent intervenir, elles peuvent utiliser le module Q&R, qui est une espèce de petit bouton en forme de flacteur en haut de l'écran. Donc, elles peuvent écrire leurs questions dans ce module-là. Si elles le préfèrent, elles peuvent aussi utiliser l'outil lever la main et à ce moment-là, je pourrais leur permettre d'ouvrir leur micro pour qu'elles puissent adresser directement la question. Mais je rappelle, là, on privilégie quand même l'outil Q&R pour poser des questions. Merci beaucoup, merci. Ben, je salue également Isabelle Drouin, là, qui est avec nous de la Ville de Québec et qui va aider Héloïse là, à répondre au flot de questions. Puis, bon, on va revenir vers toi, Héloïse, s'il y a des questions en ligne. Est-ce que nous avions des questions et commentaires de la part des gens présents en salle? Présentez-vous ici au micro, monsieur, s'il vous plaît. Indiquez-nous votre nom. Excusez-moi, je vous demande un petit effort additionnel. Bonsoir, monsieur. Ça va très bien vous-même. Est-ce que vous pouvez vous approcher pour qu'on vous entende comme il faut? Merci. Donc, si je comprends bien, vous représentez la Ville de Québec. Ben, vous allez poser ma question. Mon nom est après, puis Daniel je vais la Lachance, poser. puis je Bonjour, réside dans le quartier. merci. Bonjour. Merci. Merci. Justement, c'était pour une question que j'étais pour vous poser à vous. Comment se fait-il? Quel était le zonage d'origine de ce terrain? Et comment une ville peut s'approprier d'un terrain, changer le zonage, quand il y avait déjà une raison pour son existence et son zonage qui avait déjà été décidé? Va-t-il avoir lieu de jurisprudence? Parce que c'est le premier projet où vous allez avoir des mini-maisons, qu'il n'y a pas de fondation. Je me pose beaucoup de questions. Ça va-tu ouvrir une panoplie de personnes qui vont demander, qui ont des terrains, qui vont dire, mais nous autres, on va faire pareil. Tu sais, ça peut être un jeu de mots, mais il est drôlement pertinent, ce que je viens tout juste de dire. Comment une ville peut changer un zonage pour se plaire, pour justifier un projet? Pensez à ce que je viens tout juste de vous dire. Puis je pense que si quelqu'un qui aurait été un entrepreneur et aurait voulu faire pareil, c'est impossible à sa réalisation. Le conseil de ville aurait dit non. Maintenant, vous vous donnez le droit parce que nécessairement, vous êtes des gens, surtout vous avez été votés pour la communauté. Ça demande beaucoup de réflexion, ce que je viens tout juste de dire. Puis il y a d'autres gens qui écoutent en ligne. Donc, c'est une question qui est drôlement très pertinente, à part de projets que vous désirez réaliser. D'accord? Donc, on entend... C'est une question que je vous pose à vous surtout. Oui. Parce que c'est la dernière chose que vous avez mentionné, le zonage, puis j'étais pour dire, il va-tu en parler? Il n'en parlera pas. Ouais. Vous ne l'avez même pas fait encore. Pouvez-vous imaginer? Vous allez vous donner le droit de ce qu'habituellement quelqu'un doit se battre pour justifier. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait à Québec. Oui. Merci, monsieur. Monsieur, on vous entend, on a entendu votre question. On va essayer d'y répondre maintenant. D'accord? Merci. Donnez-nous le temps d'y répondre. Oui. Pour la modification sur la règle d'urbanisme, Jérôme. Donc, j'ai mentionné que c'était un site qui était destiné éventuellement à être une place publique. Donc, le zonage, c'était apparenté à une place publique. Je ne dirai pas les codes, là, Et puis, ben, la Ville, elle a des outils pour permettre des projets dans une optique de bien commun, des outils spéciaux, des autorisations spéciales pour venir modifier le zonage quand c'est des projets de ce type-là pour des personnes qui ont besoin d'aide et voilà. Donc, c'est des outils Ça répond pas nécessairement à ma question. De la Ville de Québec. Ça ne répond pas à la question du tout. Je peux Comment est-ce qu'on peut changer un zonage Monsieur Lachance? de quelque chose qu'à temps normal ne se fait pas? C'est la première fois que vous changez un zonage. Qu'est-ce qui va arriver avec des contracteurs dans d'autres endroits qui vont dire, moi, j'ai un terrain pour moi les mêmes projets. En vertu de Comment ça va arriver? Donc, c'est pas juste terminé, puis c'est tout. Oui. Ouais. Puis après ça, quelqu'un vous demande la même chose. Vous bâtissez ce que vous faites là. Quelqu'un d'autre, il va faire un projet, mettons à Cap-Rouge, j'ai un terrain, puis il dit, je vais faire la même chose. Je vais vous dire, je ne sais pas comment est-ce que la Ville va pouvoir empêcher que ça soit fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Lachance, vous permettez qu'on réponde à votre question?
On va revenir dans l'ensemble de J'ai votre fait de question. l'immobilier pendant 20 ans, je sais comment ça fonctionne, les déréglementations, les réglementations. Vous permettez, M. Lachance? Oui, allez-y, je Poser vous une écoute question, attentivement. on va répondre. Alors, la Ville a une charte. Mhm. C'est prévu dans la charte de la Ville. C'est même prévu dans la loi québécoise sur les compétences des villes, que les villes ont des règlements qui leur permettent de modifier un zonage lorsqu'il y a un besoin, notamment d'habitation pour donner des soins à des personnes vulnérables et notamment développer du logement social. Dans le cas de la Ville de Québec, c'est l'article 74.4 de la charte qui permet de modifier le zonage lorsque le besoin est là. Donc, par rapport à la situation que vous identifiez, ça ne veut pas dire que n'importe quel promoteur, désormais, a accès à une modification de zonage. C'est quoi en l'article, fonction vous dites? L'article 74.4 de la Mais de la Ville les de mesures, c'est à quelle mesure, les 74.4? Pour quelle raison, s'il y a une Si force majeure comme, je sais la pas ville, moi, la Ville a une responsabilité. On revient au tout début de la présentation. mais je vais lire, parce que je l'ai pas lu. Par rapport aux enjeux de la crise du logement, il y a un consensus, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment sur les. Il y a un consensus à l'effet qu'il faut augmenter l'offre de services de logement social parce que le taux d'inoccupation pour les logements à faible coût est particulièrement bas. Donc, il faut augmenter l'offre de logements sociaux pour répondre aux besoins. La Ville a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de sa population, en particulier les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, il faut développer du logement. Tous les terrains ne permettent pas de développer du logement actuellement en fonction du zonage. Donc, il y a un article qui est prévu dans la charte, et c'est une résolution qui est adoptée par le Conseil de ville dans ce cas-là, qui peut dire, parce qu'il y a un projet de logement social à cet endroit-là, qui va répondre à des besoins spécifiques, ou notamment, en plus, l'article dit des personnes en besoin de soins. Ce que M. Keck vous a décrit tout à l'heure correspond tout à fait à ce profil-là. Donc, exceptionnellement, la Ville peut, dans ce cas-là, dire, le zonage qui était là, dans ce cas-ci, place publique, ne s'appliquera pas. On va pouvoir permettre la construction. Mais encore, je ne peux pas vous donner une opinion c'est par prévu. rapport à votre article, parce que je ne l'ai pas lu. Mais c'est prévu dans la loi. Si je le lis, mais je vais pouvoir peut-être donner une opinion. Oui. Pour le moment, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas avoir une opinion sur ce que vous dites. Bien, on pourra prendre vos coordonnées, M. Lachance, puis on vous acheminera toute Mais la je veux dire, documentation. On a Vous quelqu'un le soulevez tout haut, mais je n'ai pas lu la loi de ce que vous lisez. Si la lire, je pourrais vous dire. Est-ce qu'il va y avoir des contestations des tribunaux? Je sais M. Lachance, il y a justement une urbaniste derrière. Ouais. Mme Lydia Toupin. Je suis urbaniste à la Ville de Oui, Québec. dans le micro, s'il vous plaît, Mme Toupin. Travailler sur la réalisation du règlement. OK. Le règlement, le 74.4, ça me fera plaisir d'échanger peut-être plus particulièrement avec vous vous viendrez, mais je veux dire, surtout, c'est un article, la charte permet à la Ville pour des personnes destinées des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement. Il y a un pouvoir spécial qu'elle peut utiliser sur tout terrain là, de la municipalité dans des cas d'exception comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a 6 personnes actuellement, parce que c'est 6 personnes qu'on parle. Oui, C'est- présentement, mais elle peut le faire. Donc, elle a fait une mesure. Il y a une mesure spéciale pour 6 spéciale personnes. qui est dans la charte de la Ville de Québec. Pour Qui peut 6 être pour personnes. 6 puis qui peut être pour plus aussi. Ce que j'ai compris, c'est 6 unités. Encore. Parce que Complément, le peut-être, projet de c'est- ce soir, effectivement, c'est 6 unités. Deux compléments à votre intervention. D'abord, Démolir l'idée de le problème qui se vit. C'est la façon que, pourquoi pas prendre un bâtiment puis vraiment, une fois pour tout faire quelque chose qui est un endroit fixe. Je ne comprends pas l'histoire des Guantanamo, là. Je ne comprends pas l'histoire-là. je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, 6 personnes. On n'est pas contre. Laissez-nous répondre, monsieur, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Merci. Je vous écoute, puis j'écoute depuis tantôt. Hein? Vous avez dit un projet pour 6 personnes. Ouais. Que M. Keck vous a décrit de façon très claire. Le projet va pouvoir accueillir 6 personnes de façon simultanée. On est dans un contexte d'habitation transitoire. Des gens qui, pendant un certain temps, ont besoin de stabiliser leur situation pour reprendre du contrôle avec de l'accompagnement de qualité. Des personnes qui, dans bien des cas, sont déjà dans Mézeray et Beauport. Mais 6 personnes transitoires, donc à tous les 2 mois, peut-être qu'on va avoir une modification. Donc, c'est beaucoup plus que 6 personnes qui vont bénéficier de l'installation de ces modulaires-là sur ce site-là. Donc, par rapport aux 6 personnes, je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte. Par ailleurs, à peu près tous les projets de logements sociaux, sans exception, vous avez ici 4 élus qui régulièrement sont appelés à voter, à approuver l'article 74.4 pour plein de projets de logements sociaux qui sont développés sur tout le territoire de la Ville de Québec. En tout respect que je vous dois, je vais vous poser une autre question. On parle de 6 personnes qui ont des besoins ou avoir aide avec quelqu'un qui se trouve être son épouse, ce que j'ai compris, ou quelqu'un qui sont familial.
Moi, je ne comprends pas l'affaire. Ça, c'est un terrain qui permettait combien d'auteurs? Il y avait Non, pas d'auteur. le terrain que vous avez choisi, il y a un bâtiment en haut qui a à peu près 8 étages au fédéral. Donc, le terrain voisin, il y avait sûrement possibilité de faire 8 étages ou 6 étages. Là, on parle d'un étage. Comment vous rentabilisez? Comment? Je ne comprends pas. Là. Donc, vous, Doesn't make sense. oui. C'est pareil si tu as un terrain, tu le prends, tu as tant de pieds carrés. Le potentiel de l'exploiter en élévation, c'est tant d'unités. Là, vous dites 6 unités pour un terrain si grand comme ça. Bon, Au niveau fiscal, au niveau financier, ça n'a pas de sens. Excuse. Ouais. Merci beaucoup, M. Lachance. On entend vos préoccupations. 2 plus 2, 4, là. Ouais. Tout Oui, respect je vous en que prie, je Madame vois Boucher. avec l'idée en arrière. Je respecte beaucoup votre dédication pour le projet, pour l'aide. Ça, c'est 100%. Le reste, ça me fait quoi? Parce qu'on nous donne des façons de travailler quand on est dans la vie de tous les jours avec les villes, de grandir des projets, etc. Puis la viabilité, parce que nécessairement l'élévation fait en soi qu'on peut le rentabiliser plus, etc. Puis vous faites comme 6 unités, puis c'est comme bas niveau, puis tout ce qui est hauteur, mais est oublié au niveau de ce qu'il pourrait avoir comme possibilité. Ben, c'est là que je saisis pas. Premier élément, il n'y avait pas de hauteur potentielle sur ce terrain-là, Ah non? étant donné qu'il était, on le disait tout à l'heure, le zonage n'était pas un zonage d'habitation. Donc, il n'y avait pas de potentiel de hauteur. Deuxièmement, vous avez raison au niveau de la rentabilité parce que ce n'est pas l'objectif. Ben non, L'objectif n'est pas un objectif de rentabilité, puis en fait, aux situations exceptionnelles nécessitent des mesures exceptionnelles. On est dans une situation où il y a des gens qui ont des besoins. La ville, on a un rôle à jouer. Puis sur ce projet-là, le rôle qu'on a décidé de venir jouer, c'est d'identifier un terrain qu'on était propriétaire pour pouvoir mettre à disposition des organismes, des personnes en situation d'itinérance, du réseau de la santé pour pouvoir contribuer à des grands besoins. Donc, on n'avait aucun objectif de rentabilité pour pouvoir offrir ce projet-là absolu. Excusez, juste pour vous dire, juste pour terminer là-dessus, puis je pense que vous allez me comprendre aussi. Chose pour 6 personnes, ou peut-être ça va être 8 dans le fond, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va vivre avec quelqu'un d'autre, ce que j'ai compris. C'est un super gros terrain, je trouve, pour, je sais pas, là, ça comme... Donc, vous en auriez plus. plus. Une réciprocité de grandeur et de superficie, parce que sinon, au niveau... Moi, je peux vous dire, si quelqu'un a un terrain similaire, tu sais, c'est pas là, ce que vous me parlez, c'est ONG, une organisation non gouvernementale, dans le fond, qui va faire en sorte de pouvoir aider. Mais je trouve, tu sais, c'est comme, vous le calculez d'une façon tellement différente au niveau de la logique qu'il peut avoir d'avoir choisi un terrain aussi grand pour quelque chose si petit. C'est juste là-dessus, tu sais, parce que c'est les contribuables qui payent finalement. Monsieur Diaz? Micro. Projet pilote pour 2 ans, en fait. D'accord. C'est un projet pilote pour 2 ans. Le terrain, il ne va pas être hypothéqué pendant 10 ans avec ce projet-là. Ouais. C'est un projet pilote 2 ans, renouvelable quelques années. Le terrain est disponible pour 3 à 5 ans avant que le parc soit fait dans le cadre du transport. Donc, c'est vraiment un projet pilote. Ça ne sert à rien de faire 10 étages sur ce genre de terrain actuellement si c'est pour le démolir après. Donc là, c'est un projet pilote d'hébergement transitoire. On parle de 30 à 60 jours. Ce n'est pas juste 6 personnes qu'on va aider. C'est 6 fois 30 jours ou 60 jours dépendants. Donc, c'est important de prendre cette notion-là. C'est pour ça qu'il n'est pas densifié. Et en termes de viabilité, il n'y en a pas parce que les gens ne payent pas de loyer dans cet endroit-là. Ils sont là en transition pour ensuite intégrer un logement. Je vais vous interrompre, mais merci de votre réponse. Mais dans le fond, c'est-tu des unités qui vont pouvoir permettre de mettre d'autres unités par-dessus? Tu sais, c'est comme... C'est pas l'objectif. Parce que je connais ça dans l'enseignement, nous autres, on le voit, là, ça arrive ça pousse comme des champignons, ces affaires-là, là, au lieu de payer vraiment des vraies écoles. Ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Pour l'instant, c'est un projet pilote. Peut-être plus tard, on verra des choses différemment, mais là, on apprend à vivre avec ce genre de projet. Non, mais nous aussi, on va devoir apprendre avec Absolument. ça. Absolument. Tout le monde. C'est une ligne et une ligne, Ouais. Mais moi, c'est surtout les inquiétudes au niveau de dire, tu sais, le terrain, je trouve qu'il est relativement très grand pour un projet similaire. C'est comme, tu sais, à temps normal, c'est comme impossible de vouloir mettre autant d'argent pour un projet, à moins de l'avoir à très peu de frais, là. J'ai aucune idée. À moins que tu aies un terrain qui est acheté pour $1, là, mais c'est comme... Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'est tout, mais c'est comme, j'ai beaucoup de questions, mais en même temps, je pense qu'ils ont un sens. C'est juste aussi de voir... Vous avez déjà votre agenda.
moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit qu'il y a des choses à évaluer aussi par rapport à ce que je viens de dire, parce que dans le fond, mais nous, dans la vraie vie de tous les jours, on doit calculer tout ce qu'on fait là, jusqu'à la scène. Puis finalement, mais, tu regardes l'autre portrait et tu te poses des questions. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis je vous félicite quand même du fait de vouloir penser aux gens qui ont des besoins. C'est gentil de souligner. Merci, monsieur. Merci, M. Chance. Prochaine question, monsieur. Oui, Présentez-vous, s'il vous plaît. Luc Laplante. Bonjour, monsieur Laplante. Tout à l'heure, vous parliez que pour procéder rapidement, on irait avec des maisonnettes à défaut d'avoir un bâtiment. Donc, il y a un bâtiment plus tard qui est comme prévu. Pas sur ce site-là nécessairement. Non, mais dans les sites qui vont être étudiés, et éventuellement un bâtiment qui va ressembler, qui va servir d'accueil. Dans le cadre de sa vision de l'habitation, puis dans le cadre de son action qui vise à développer du logement social un peu partout sur son territoire, dans bien des cas, effectivement, c'est des projets de plus grande envergure, parce qu'on est notamment dans une logique de logement permanent. Je vous rappelle qu'ici, on est dans une logique de logement transitoire. Donc, c'est plus facile d'y aller à petite échelle dans le cadre d'une infrastructure comme celle-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un bâtiment qui va se construire à cet endroit-là. Pas cet endroit, mais vous avez dit qu'il y aurait peut-être une continuité des bâtiments vu que c'est plus long à construire que des maisonnettes qui vont être installées plus rapidement. Dans le cadre de ses obligations, la Ville a de façon continue, et de ce depuis des décennies, l'obligation de continuer de développer du logement social et communautaire sur son territoire. Dans certains cas, on est dans des projets de plus grande taille qui vont accueillir, dans certains cas, des personnes âgées, dans certains cas, des projets. Dans le secteur de M. Villeneuve, il y a un très beau projet que je connais bien pour y avoir contribué sur la 18e rue, les habitations Marie-Clarisse, un projet à plusieurs étages, où il y a à la fois des familles, des adultes qui ont des limitations fonctionnelles. Il y a toutes sortes de projets qui vont se développer un peu partout sur le territoire. Donc, un projet, il est analysé en fonction d'une réalité qui est spécifique. Dans ce cas-ci, les partenaires évaluaient que, puisqu'on voulait expérimenter, puis on voulait être en mesure d'agir rapidement pour mettre sur pied un service, la formule des modulaires était particulièrement indiquée. Bon. Une fois qu'on a obtenu le budget, M. Diaz pourrait vous le dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres projets de beaucoup plus grande envergure qu'il a développés. Une fois que le projet est obtenu, on parle des fois d'1 an, 2 ans avant de réaliser le projet. Dans ce cas-ci, on est capable, le financement vient d'être confirmé il y a à peine quelques semaines. Si tout va bien, le projet va être installé dans quelques mois. Donc, les maisonnettes, ceux qui vont être là, ils n'auront pas de déboursés, ils vont être accueillis aux frais de la Ville. Mais si jamais vous allez, comme mentionné, dans un bâtiment, à ce moment-là, ils ne seront pas logés gratuitement plus tard. Pas nécessairement. Ça dépend. Il y a des centres d'hébergement transitoires. Regardez la YWCA, par exemple. Je prends dans un tout autre secteur qui a de l'hébergement transitoire pour des femmes en difficulté. Dans certains cas, il n'y a pas de loyer parce que ça dépendant de la situation particulière dans laquelle elle est. Dans d'autres cas, il y a des habitations transitoires où c'est plus pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans, pendant que les personnes se réorganisent. Prenez un projet comme Mère et Monde, qui est sur la 8e avenue. C'est des habitations transitoires pour 2 ans dans un édifice plus grand où là, il y a un loyer. Toutes les formules sont possibles dépendant de la situation particulière qui s'applique. Donc, est-ce que... En dernière complémentaire, monsieur. Vous avez une liste, là, vous. Les 15 sites que vous avez mentionnés, il y a eu 15 sites étudiés, mais on ne sait pas c'est quoi ces sites-là. Est-ce que parmi les sites étudiés, vous avez retenu celui qui est à 500 mètres de là, où il y a un bâtiment de 5000 places? Il y avait 5000 places disponibles à 500 mètres. Est-ce que ça n'aurait pas pu être sur le site de l'IUSMQ? Il y a des immenses terrains à proximité de tous les critères que j'ai mentionnés, pharmacie, centre d'achat, rue, autobus et tout le reste. Pourquoi je n'ai pas pensé à prendre un site à côté de Robert Char? Il y a des bâtiments là de disponibles, il y a de l'espace, il y a du stationnement, il y a tout. Pourquoi vous avez empiété sur quelqu'un? Puis je rejoins le monsieur ici, là, tout à l'heure, qui dénonçait un peu le zonage. Vous avez un terrain qui est attribué à l'université pour des recherches, pour accompagner, pour ça. Pourquoi qu'on n'a pas... Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, certainement, on y a pensé. J'avais nommé plusieurs critères, puis c'est sûr que le critère d'un terrain propriété de la Ville de Québec, ça accélérait de beaucoup les démarches. Donc, on gagnait beaucoup de temps de prendre un site qui était déjà propriété ville. Donc, ça, c'est un des critères. Après ça, pour les autres critères, c'est à peu près les mêmes que sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale, parce qu'on avait une proximité avec les services, avec le transport en commun.
Mais dans notre liste de critères qu'on a établie, c'est vraiment le site là, du boulevard Sainte-Anne qui ressortait comme étant le mieux et qui était disponible. C'est souvent l'autre enjeu principal, c'est que les autres terrains n'étaient pas nécessairement disponibles maintenant et pas nécessairement disponibles pour au moins 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a... Je vais m'interrompre, monsieur, avant monsieur. C'est disponible, là. Monsieur, on a d'autres questions en ligne à la fois, puis derrière vous aussi, mais revenez après. Ben oui, certainement, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question ici au micro. Après, je vais prendre 2 questions en ligne, puis je vais revenir aux gens en salle. Bonsoir, monsieur, présentez-vous. Bonsoir, mon nom est Patrice Fortin, candidat fantôme à la mairie à la dernière élection. Bonsoir, monsieur Fortin. Moi, Mme Boucher, je voulais juste vous rappeler une chose, OK? Vous vous adressez à moi, puis après, je fais ça gratuitement. Elle disait qu'elle voulait nous entendre. Oui. Puis je veux savoir si elle va nous comprendre. Ça, c'est une autre histoire. Regardez bien, là. Au sommet de l'itinérance, l'année dernière, j'ai participé à ça, OK? Je me souviens d'avoir parlé que ça prendrait à peu près 7 ou 8 aubes-rivières à 32 millions chaque pour régler probablement le problème, des 700, qu'on dit 700 quelques itinérants. Tandis qu'on nous parlait de 3 000. Mais si vous venez écouter à la radio ce soir, on refait le monde à Radio X, je ne vous cacherai pas ça, là. Mais on a parlé que, j'ai même demandé à un gars qui était bon en comptabilité, si on prenait cet argent-là, 32 millions pour le distribuer, on parlait à l'époque de 3 000 sans-abri, mais là, c'est rendu 700 quelques. Si on le distribuait aux 3 000 sans-abri, ça lui donnait à peu près 100 000 $ chaque. Mais là, si tu t'es rendu à 756, ça lui donnerait à peu près 175 000, 150 000. Avec cet argent-là, ils peuvent se loger, s'acheter soit un petit condo, louer un bon appartement. Tu sais. Alors, il faut, je pense, à un moment donné, revoir notre façon de compter. Puis, si on regarde ailleurs sur la planète, je pense qu'il y a des projets dans ce sens-là qui s'en viennent. Alors, c'est parce que là, je me dis, ça va prendre combien de temps vraiment avant de sortir tous ces gens-là, puis à soir dans le char, maintenant, j'entendais des mauvaises nouvelles qu'à la colle, ça s'en vient. Alors, il va falloir être plus innovateur, un peu plus penser à ça, là, des façons, OK? Puis ça, pour ça, sans avoir nécessairement de questions, ma question, c'est si on veut aider mieux les itinérants, ben, on ne pourrait pas les aider plutôt au niveau financier. Ça, revoyez votre façon de dépenser notre argent, là, tu sais. Bon, ça, c'est ma première question. Puis j'avais 2, 3 petites suggestions vite faites à faire en même temps, là. L'autre chose, c'est que j'ai parlé tantôt, je suis venu à l'autre réunion qu'il y a eu avant pour aller chercher du bois dans le fond de l'eau avec des robots. J'en parle un peu à la radio. Puis c'est pas farfelu, là. J'ai présenté un sommet à l'Université Laval. Ça pourrait servir de matériaux pour bâtir des bâtisses, justement, pour les personnes qui sont démunies. Puis c'est pour ça que je parlais que notre projet de transport moi, je parlais d'un monorail qui pourrait traverser, relier les 2 centres des congrès, mais qui pourrait passer à côté de la Whitebird. Je parlais chercher ce bois-là dans le fond de l'eau, s'en servir pour bâtir des appartements. Monsieur Drouin, est-ce que vous avez une question sur le projet qu'on vous présente ce soir? Oui, mais j'ai un autre. Je vous attends. L'autre affaire que je l'ai emmené, c'est le Colisée qu'on démolit. OK, j'ai su quand je sais que passe à Griffintown. On focus sur le projet de ce soir. On aurait pu le donner aux itinérants, faire un village, ça se fait ailleurs. OK? Puis dernier point, c'était les mini-maisons aussi. Ça pourrait pas aussi être intégré au projet fusée là, avec les terrains de Sœurs de Charité. Là. Ça serait une belle place, peut-être pour loger des personnes là en faisant de l'agriculture, toutes sortes d'affaires. Mais ça aurait pris vraiment une consultation. Puis un sommet, un colloque. Regardez, moi, j'ai même pas su qu'il y avait une consultation dans Saint-Roch, j'étais candidat à la mairie. Quand je dis que c'est défaillant, là, on l'apprend toujours le lendemain. On ne pourrait pas changer la méthode, dire on va faire un sommet se pencher, comme on aurait dû faire avec le transport en commun, comme qu'on devrait faire avec tous les projets quand ça sonne. C'est notre argent. C'est à peu près ça que je voulais venir vous dire à soir. Merci beaucoup, M. Drouin. Merci. On vous entend, merci. Merci, M. Fortin. J'ai dit Drouin, hein? Excusez, plus qu'une fois, c'est M. Fortin, excusez-moi. Est-ce que, Héloïse, tu nous entends en ligne? Est-ce que nous avions des questions de la part des participants? Oui, on a quelques questions, Dave. Alors, j'y vais une à la fois. Alors, on a Anne-Sophie Véraud qui nous félicite, qui vous félicite pour le projet. Anne-Sophie est représentante du Carrefour familial des personnes handicapées. Elle aimerait nous entendre sur l'accessibilité et les adaptations qui sont prévues au niveau des maisons modulaires pour des personnes en situation d'itinérance qui vivraient avec des limitations physiques. Donc, est-ce qu'il y aura de telles adaptations? On va répondre à cette première question-là. Monsieur Diaz, je pense que vous avez les éléments de réponse pour nous. Oui. Tout d'abord, il y a un studio qui est à mobilité réduite, en fait, qui est accessible à mobilité réduite. Et tout le module d'accueil et le bureau de l'intervenant aussi sont accessibles à la mobilité réduite. Merci beaucoup.
Est-ce que ça, bon, on pense que ça va répondre à la question, mais on invite la dame là, à nous demander des précisions là, si jamais nous ne l'avions pas. Mais tu avais une autre question, je pense, Héloïse, pour nous. Oui, en fait, c'est une question qui se double d'un commentaire. Donc, la question, j'y vais d'abord avec la question, puis je vais terminer avec le commentaire suite à votre réponse. Donc, c'est Cathy Tremblay qui nous rappelle qu'elle a entendu qu'on a consulté les gens des édifices gouvernementaux à proximité, mais souhaite savoir si on a consulté les résidents et les résidentes du secteur. Bonne question. Merci. Est-ce que nous avions des éléments de réponse? Est-ce qu'il y a des consultations qui ont eu lieu? Je pense que Jérôme nous laissait entendre que oui. Oui, bien en fait, on a parlé aux membres du conseil de quartier de Mézeray récemment. Il n'y a pas de conseil de quartier pour le quartier Vieux-Moulin, mais on l'aurait fait. Mais on a aussi réuni les gens de la table citoyenne Littoral Est, donc qui comprend des membres là, qui résident dans le quartier Vieux-Moulin. Et puis, ben, pour la séance d'information de ce soir aussi, c'est sûr qu'il y a eu des accroche-portes là, pour les résidences du quartier environnant. Mais c'est un début aussi. On peut faire d'autres consultations. J'ai dit qu'on était en mode projet pilote, donc c'est sûr qu'on va continuer de monitorer. Donc, il va y avoir d'autres rencontres aussi là, à venir avec les acteurs locaux. Merci beaucoup. Merci. Alors, Et il y avait un commentaire, je pense, oui. Héloïse, oui. Oui, j'y vais avec le commentaire. Donc, c'est la même personne qui s'inquiète de la nuit, s'inquiète qu'il n'y aura aucune surveillance sur le site, elle doute là, de la sécurité du site pour les résidents de l'endroit parce qu'il y aura sûrement des visiteurs là, qui ne seraient peut-être pas les bienvenus sur le site. Alors, je ne sais pas si peut-être on a des mesures à partager là, pour ce qui est de la sécurité. Puis j'en profite pendant que j'ai la parole pour vous signifier là, que Anne-Sophie Véraud est satisfaite là, de la réponse que vous avez donnée. Ça répondait à sa question. Voilà. C'est très gentil, merci. On a des éléments de réponse, M. Keck, je pense. Oui, bien, tout à fait. Écoutez, tout est dans le profil des personnes qui sont sélectionnées pour utiliser ces logements-là. On n'est pas dans l'improvisation avec ce projet-là. Ça fait déjà des années qu'on travaille à la stabilité résidentielle de personnes vulnérables et on a utilisé toutes sortes de stratégies au fil du temps pour accompagner les personnes dans les réalités qu'ils rencontraient. Puis par rapport aux éléments qu'on a entendus jusqu'à présent aussi, là, vous savez qu'on est vraiment à la jonction entre la rue et le logement. Là. Donc, une des manières efficaces de lutter contre l'itinérance, c'est d'éviter que les gens se retrouvent à la rue et d'agir rapidement quand ils s'y retrouvent. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là. Donc, dans cette logique-là, on n'est pas toujours dans des hauts niveaux de désaffiliation. Donc, puis vous pourriez être surpris de voir à quel point, dans le fond, on a des gens qui pourraient ressembler très probablement à des gens qui sont près de vous, dans votre environnement, qui peuvent facilement se retrouver dans des situations d'instabilité résidentielle assez précaires. Donc, l'objectif, là, c'est oui, de se rendre le plus loin qu'on peut avec ce projet-là, mais c'est aussi d'être réactif pour toutes ces situations-là qu'on rencontre où les gens se sentent malheureusement beaucoup trop impuissants. Donc, et on a déjà pu le tester dans d'autres formules. Là, ça va être beaucoup plus structurant comme formule, cette formule-là, mais on le voit que ça marche. Donc, on est vraiment très confiant qu'il n'y aura pas tant d'enjeux de ce côté-là. Si jamais il y en a, on va être là pour réagir. Merci. Je pense que juste un petit commentaire complémentaire parce que je trouve que la formulation de la question, le commentaire de la personne qui l'a posé est très intéressant parce que quand on parle des enjeux de sécurité en lien avec l'itinérance, c'est intéressant parce que c'est comme ça que c'était formulé. Une des préoccupations premières des acteurs aussi, c'est la sécurité des personnes en situation d'itinérance, que souvent on a tendance à occulter au détriment des autres résidents. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait partie des enjeux dans un processus d'instabilité résidentielle, ce sentiment d'insécurité. Donc, de pouvoir être un endroit où, une fois qu'on a fermé la porte, on se sent temporairement, dans ce cas-ci, chez soi, qui permet de reprendre du contrôle. Donc, cet élément de sécurité-là, chez la personne qui va temporairement habiter là, c'est une des clés du rétablissement. Merci pour la précision. Madame, je pense que vous avez une question. On va revenir après ça avec mes collègues en ligne, mais présentez-vous, madame. Bonsoir. Bonsoir. Émilie Roy, citoyenne de Beauport et ex-personne ayant vécu de l'itinérance, donc experte de vécu dans le sujet. Merci d'être là. J'avais déjà, comme toutes mes questions, mais avec tout ce que je viens d'entendre, en fait, j'ai décidé d'aller dans une autre direction, finalement. Déjà, à la base, en fait, je précise que je salue le projet, en fait, en tant que
en tant que tel. Par contre, je tiens quand même à dire que ce n'est pas la solution à l'itinérance, mais c'est à inclure dans différents processus parce que je veux dire, une personne qui, comme moi, à ce moment-là de ma vie, était dans la rue, prostitution, consommation et tout ça, jamais on m'aurait coché. Donc, les profils et tout ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas cette solution. Par contre, je reconnais la solution en tant qu'ex-placée. Donc, moi, je suis sortie à la rue à l'âge de 17 ans. Donc, je reconnais que s'il y aurait eu ça, on m'aurait peut-être échappé. Pas échappé, excusez l'expression. Donc, ça aurait pu être inclus dans un PQJ, entre autres en direction d'un logement supervisé ou toute autre ressource. Donc, il y avait quand même, je voulais dire ça, suite à tout ce que j'ai entendu, au moins énoncer que je vois comme La plus-value, l'effort. L'effort qui est mis là, c'est sûr que c'est un effort. Il reste encore beaucoup d'efforts Ouais. parce que les gens, autant communautaires que citoyens, que personnes vivant l'itinérance, sont au bout du rouleau, ne savent plus quoi faire. Donc, de leur offrir des portes comme ça de sortie peut aider. Donc, à ce niveau-là. J'avais par contre 2 inquiétudes, si on me permettait. Oui, certainement. On parlait d'un 30-60 jours. En fait, je trouve que c'est court. Par contre, je comprends le principe de vouloir augmenter de 36 à 72 les personnes qui vont bénéficier du projet pilote en 2 ans. C'est simplement que je me demandais, je veux dire, en 2 mois, si je pense à moi, quand j'ai eu enfin le droit à mon PSL, ça m'a pris 6 mois réussir à trouver un locataire, un propriétaire en tout cas, qui voulait un PSL. Et là, je me dis, s'ils ont accès, en fait, parce j'avais déjà un petit peu d'informations, s'ils ont accès à certains niveaux comme ces porte-clés et PSL, en fait, je me dis 2 mois pour trouver un loyer salubre et que le propriétaire accepte, je trouve ça quand même très court. Donc, je me demandais s'il y avait certains raccourcis qui avaient été comme autorisés, puis en même temps, je veux dire, on ne veut pas non plus prioriser ceux qui sont sur la liste de 5 ans. Je veux dire. Donc, je voulais savoir à quel niveau est ça. Ça, c'était ma première question. Excellente première question. Monsieur Deconinck. Il y a plusieurs éléments à votre question, Mme Roy, puis je vais laisser Frédéric et Candido sur la deuxième partie, mais je voulais commencer sur votre première intervention. On se connaît bien. Vous avez tout à fait raison. Ce projet-là n'est pas la solution à l'itinérance. Il n'y a aucun projet qui, de façon isolée, est la solution à l'itinérance. Je veux aussi saluer votre prise de parole parce que c'est important de le dire. Parce que très souvent, dans ces assemblées publiques-là, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a vécu la situation de venir prendre la parole au micro. Et c'est une obligation aussi de la part des autorités municipales parce que souvent, les gens vont dire telle opinion a été exprimée en assemblée. On a aussi l'obligation d'entendre les paroles qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Donc, je pense qu'il faut saluer votre prise de parole par rapport à ça. Que comme ville, tant du côté administratif que les élus, et là, je parle pour tous les élus, il y a cette obligation-là d'entendre cette parole qui a plus de difficultés à s'exprimer. L'autre élément, je vous écoutais, puis une des choses peut-être qu'on ne met pas assez en évidence, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues à l'effet que c'est à petite échelle. Mais moi, je pense aussi qu'il faut saluer le fait que 6 personnes à la fois, à qui on donne beaucoup d'accompagnement, c'est reconnaître l'importance de ces personnes-là et de leur donner une chance réelle. Parce que souvent, on se doit de le dire plus. Juste préciser, parce que vous dites, souvent les personnes en situation d'itinérance, quand on est rendu au fond comme j'étais, on finit à la morgue ou en prison. J'ai revu une personne que je n'avais pas vue depuis 10 ans et la première question qu'il a fait en exclamation, c'est « t'es pas morte ». Donc, je veux dire, effectivement, c'est à petite échelle, mais c'est 6 personnes de moins à la morgue. Donc, en fait, 36 à 72 personnes. Sur la durée, je vais laisser Frédéric répondre. Oui, je peux faire un premier bout. On verra si Candido veut compléter par la suite. C'est tout à fait vrai. 30 à 60 jours pour une relocalisation, c'est un défi de taille. Le défi, je pense que c'est un défi qu'on est en mesure de relever dans la mesure où on ne part pas de zéro. Il y a déjà des travaux qui se font de ce côté-là pour faciliter l'accès. On est en travail continu avec l'OMH et avec des partenaires communautaires du côté de l'habitation pour développer des alternatives puis repérer toutes les alternatives possibles qu'on peut avoir dans l'environnement. Puis après ça, de faire les meilleurs matchs, si on veut, entre les situations qui se présentent puis les logements qui peuvent se rendre disponibles. On travaille aussi très, très fort. Puis là, on, excluant la personne qui parle des fois aussi, là, mais pour sensibiliser des propriétaires, des promoteurs sur l'importance de loger des populations plus vulnérables aussi. Alors qu'on le sait, dans le contexte de précarité logement, taux d'inoccupation, les gens ont le choix, là.
de qui ils souhaitent loger ou comment ils souhaitent les loger. Donc, ce travail-là de fond, c'est un travail en continu qui se fait de façon très, très proactive actuellement. C'est ce qui fait que souvent, on est capable de réagir par rapport à des situations comme celle-là. Donc, on ne part pas de zéro pour chaque situation qui se présente. L'autre aspect aussi, c'est que, je pense que Marc le disait d'entrée de jeu, il y a souvent autant de situations de personnes en situation de différence que de profil. Il n'y a pas de profil type tout le temps. Dans les situations qu'on rencontre, des fois, c'est des gens qu'on a besoin de retirer temporairement de leur logement le temps qu'il y a des travaux, une désinfection, un travail qui doit être fait pour restabiliser les choses et réintégrer les personnes dans leur logement par la suite. Des fois, c'est pour éviter la perte de leur logement qu'on pourrait utiliser aussi cet espace-là. Sachant que si on n'avait pas cette période de repos-là, ben, ce serait la rue qui serait l'alternative quand même. Donc, c'est tous ces exemples-là, dans le fond, qu'on peut prendre en considération. Puis, ben, le 30 à 60 jours, ça fait écho à des tests qu'on a faits par le passé, puis où ça nous permettait de répondre. Vous pourriez être surpris à quel point l'OMH, quand ils sont mobilisés sur des situations assez critiques, puis quand on est ensemble dans des enjeux, des fois, on est capable de réagir quand même assez rapidement. L'important, c'est qu'on soit ensemble, puis pas tout seul d'un bord, puis c'est vraiment qu'il y a un deal, comme quoi qu'on est ensemble, peu importe les situations qui vont se présenter en cours de route dans l'accompagnement des personnes. Souhaitez bonifier, M. Diaz? Je pense que tout est clair avec ce que Frédéric a mentionné, mais je tiens aussi à saluer votre témoignage. Puis vous avez raison, ce n'est pas une solution, mais c'est un outil pour répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Oui. En fait, juste préciser que j'avais quasiment peur quand vous parliez de rediriger vers communautaire les organismes, parce que je tiens quand même à rappeler que les Auberges du Cœur refusent 6 000 jeunes par année par manque de financement et de place. Donc, je vois qu'il y a autre chose que dans le principe communautaire que les organismes, donc je louange. Et la question, je me dépêche, en fait, c'est en lien avec, vous avez parlé de l'évaluation. J'avouerais que présenté comme ça, j'ai eu l'impression de, oh mon Dieu, c'est des cobayes, genre, ils vont être mis pour avoir fait un peu de recherche en tant qu'co-chercheur-page. Je suis comme, oh my God, vous l'installez dans le bureau, vous posez les questions de processus, d'antécédents, de projet de vie, puis après ça, vous vérifiez le projet de vie actif. Là. Mon Dieu, un plan d'intervention, finalement. Mais, excusez. Donc, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le processus davantage, parce que ces gens-là ont été passés à la loupe, je sais pas ces gens-là, on a été passés à la loupe assez souvent. Si on calcule que la moitié des jeunes sortant de la DPJ se ramassent à la rue, eux, ils ont été passés à la loupe depuis leur enfance, en plus. Ouais. Donc, ils n'ont pas envie de repasser à la loupe. Ça, c'est une crainte, là. Oui, il y a comme puis l'aspect aussi de, oui, c'est bien qu'ils participent, mais qu'ils participent en comité en tant qu'experts de vécu résidentiel du projet pilote. Ce serait mieux que de dire on va faire une étude sur la bonification ou autre. Donc. Sur l'évaluation du programme, je pense, M. Si vous me permettez, le terme évaluation peut effectivement porter à confusion sur c'est quoi qui va être fait concrètement. L'idée, là, c'est vraiment d'identifier c'est quoi le besoin de la personne ici et maintenant pour l'aider là où elle est dans la problématique où elle se retrouve actuellement par rapport à son instabilité résidentielle. Vous donnez l'exemple des jeunes, mais il y a aussi l'exemple de personnes âgées. Oui. Vous pourrez être surpris du nombre de personnes âgées qui se retrouvent dans des situations excessivement précaires à ce moment-ci, puis qui sont soit pas si réseautés, qui n'ont pas accès à tant de services, puis des fois n'ont même pas la connaissance de tout ce à quoi ils ont droit également, comme revenus, comme dépannage. Donc, l'évaluation, c'est aussi de faire le tour de tous ces enjeux-là avec chaque personne qui va se présenter, puis voir, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut travailler, soit au niveau administratif, au niveau financier, au niveau du soin de santé aussi. Là, donc, de voir, est-ce que la personne a tout ce qu'elle a de besoin pour être en mesure de s'actualiser dans son projet, de se stabiliser en logement. Personnes âgées, des fois plus facile de faire le lien, mais c'est vrai pour les jeunes aussi. Donc, vous parlez de jeunes qui peuvent être en rupture, des fois, après une sortie d'un parcours au niveau de la protection de la jeunesse, de récupérer, mettons, le lien avec ces jeunes-là, qui des fois ne sont pas toujours réseautés avec des intervenants, avec des organismes, ne souhaitent peut-être pas tout le temps. On ne veut plus leur voir la face, je vais être honnête. C'est ça. Donc là, ça peut être de voir, OK, c'est quoi qui pourrait être acceptable comme accompagnement, puis qu'est-ce qui pourrait être mis en place autour de la personne pour répondre à son besoin là où elle est présentement, puis permettre, après ça, sa stabilisation en logement. Puis comprenez que l'élément clé, là, souvent, pour rassurer des propriétaires et des partenaires au niveau de l'habitation, c'est juste de voir qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là pour donner un coup de main si jamais la personne
elle se désorganise, elle va moins bien, elle revit une situation problématique ou une rechute, ben, qu'elle ne sera pas seule pour le vivre, puis que le propriétaire, lui, ne sera pas pris avec juste le TAL, dans le fond, là, pour gérer cette situation-là, mais qu'il va y avoir d'autres gens dans le dossier également. C'est que ça devient l'élément clé qui permet de dénouer, dans le fond, les situations problématiques qu'on rencontre, puis vraiment d'éviter des passages à la rue prolongés, de l'itinérance chronique, avec toutes les conséquences que vous avez déjà nommées qui sont associées. Merci. Juste une petite recommandation, puis j'ai terminé. Ben non, ben, je vous en prie. Je recommanderais l'implication des personnes concernées dans les processus, autant de mise en place en fait, sur le long, là, et pour l'évaluation finale du projet, je crois qu'il y aurait une importance de créer un comité de personnes concernées pour faire une évaluation plus objective, là, 360. Très bonne recommandation, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est bien apprécié. Pour nous permettre d'y réfléchir encore. On a des questions en ligne également. Héloïse, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. Oui. Est-ce que nous Oui, avions des questions de gens en ligne? Vous me voyez, m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. On a Hugo et Nicolas qui nous posent 2 questions. Alors, j'y vais en rafale. Ils veulent savoir, est-ce que l'intensité du service du CIUS a été déterminée? Puis, quel est-il? Quels sont les services, dans le fond, qui seront fournis par le CIUS? Nous savons que ces personnes ont besoin d'accompagnement et de services en plus de l'hébergement. Puis, en deuxième partie de la question, souhaite savoir, est-ce qu'il y a des détails sur le plan de cohabitation avec le voisinage? Est-ce qu'on a des exemples de mesures qui pourraient se retrouver dans ce plan de voisinage? Merci. Excellente question. On revient vers vous, je pense, M. Kerk. Oui. Pour la première partie, à tout le moins. Ben oui, sans problème. L'intensité de service, ben là, comprenez qu'avec ce qu'on décrivait déjà tout à l'heure, peut varier énormément d'une personne à l'autre. L'idée, c'est qu'on va avoir l'intensité de service requise. Si quelqu'un a besoin d'avoir une visite tous les jours, pendant son premier mois de séjour, on va être là tous les jours. Si quelqu'un a besoin d'une visite 2 fois par semaine ou tous les jours la première semaine, puis après on voit que ça va bien, le but, c'est de les accompagner vers la stabilité résidentielle. Donc, ce n'est pas de les prendre en charge sur la totalité de leur séjour, mais bien de les accompagner en fonction de leurs besoins. C'est que dans cette perspective-là, je ne sais pas comment je peux l'exprimer autrement, c'est-à-dire on va être là en fonction de l'intensité requise, puis on va être capable de réajuster tout le temps en conséquence. Puis, tu sais, on a des équipes qui font ça déjà présentement. Puis là, ben, c'est juste un milieu qui est à proximité qu'on va pouvoir intégrer dans cette perspective-là. Il y a toute la contribution communautaire aussi au projet qui est souhaitée, qui va être en développement aussi. Donc oui, il y a la contribution CIUS, mais on ne veut pas juste une approche CIUS en lien avec ce projet-là. On veut également une approche communautaire. Puis on veut s'assurer que ça se fasse dans le respect de la vision des partenaires communautaires qui vont avoir l'intérêt de s'intégrer au projet. Merci, je pense que ça répond bien. Pour le deuxième volet, c'était sur le plan d'intégration. En fait, Frédéric a répondu en partie à la question. Sur la question du plan avec le voisinage, il y a déjà des contacts qui ont été pris avec certains propriétaires voisins qui ne visaient pas uniquement à leur donner de l'information, mais à créer un canal de communication si eux veulent, une fois le projet démarré, s'il y a des situations particulières qui sont observées, pouvoir communiquer avec nous. Ça a été dit, je l'ai dit très rapidement au début, Frédéric est revenu aussi là-dessus. Et il y a un appel d'intérêt qui a été lancé au milieu communautaire. Puis il est clair que cette question-là doit être travaillée vraiment avec les partenaires terrain qui vont accompagner les personnes. Donc oui, il y a cette préoccupation-là par rapport au voisinage. Et c'est sûr qu'à travers le 3-1, les gens peuvent facilement relocaliser les responsables à la ville. Mais on a déjà des contacts ont été pris auprès des 2 garderies qui sont à proximité. On espère d'autres échanges avec elles sous peu. Donc, on va toujours être en mode écoute par rapport aux voisins. Formidable. Donc, intensité variable selon le besoin, puis toujours ce canal-là qui est ouvert avec le voisinage. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires? Oui, Dave, Oui. en ligne, la même personne, en fait, demande justement si, comme voisin, je crois que c'est des personnes qui habitent peut-être à proximité du projet, elles souhaitent savoir si on a des observations là, à la suite de l'implantation du projet, à qui est-ce qu'elles peuvent s'adresser pour faire part de situations, commentaires, préoccupations.
Ben, c'est sûr que la réponse la plus simple, c'est de passer par le 311 que à peu près tout le monde connaît, donc le principal canal de communication de la ville. Et puis, ça va être rapidement référé là, aux personnes là, qui travaillent dans le projet. Et puis, ben, selon les types de questions, commentaires, ben, c'est sûr que nous, on va rediriger peut-être vers nos partenaires, ou en tout cas, on va mobiliser nos partenaires autour de ça. Donc, il y a ce canal-là. Mais en complément à ça, dire les gens sont très bienvenus à nous faire signe. Oui. Parce que souvent, la perception, c'est que ça dérange. Si on appelle, il n'y a pas de souci. Prenez contact. Ben, je vous en prie, monsieur, approchez-vous. Vous nous connaissez, on est tannant, on a besoin Dave, d'amplification. Monsieur Gagnon-Pelletier, est-ce que vous me Oui. permettez une dernière question, étant donné qu'elle porte aussi sur le plan de cohabitation, puis on est sur le sujet? Oui, allons-y. Monsieur, juste un instant, on va finir la question en ligne, puis je vous reviens tout de suite. Excusez-moi. Allez-y, Madame Gaudreau. Oui, je voulais pas passer devant quelqu'un au micro, mais comme on était sur le sujet, là, je me permets. Vicky Bertrand-Dupont nous demande est-ce que le plan de cohabitation dont on parle va inclure également la cohabitation au sein du site même, donc entre les 6 à 8 personnes qui habitent là? Est-ce qu'il y a un plan de cohabitation pour ces personnes-là entre elles? Monsieur Kerk. Tout à fait. C'est sûr que puis on parlait du vivre ensemble tantôt. C'est vraiment dans cette perspective-là. C'est dans. Bon, on parlait d'évaluation. On va changer le terme évaluation, mais dans l'analyse des besoins, c'est de voir s'il y a des enjeux dans la gestion des dynamiques avec le voisinage et tout ça. C'est une très belle opportunité, en fait, de voir les gens, ils naviguent comment là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner et renforcer ces mécanismes-là. Donc, je vous dirais, non seulement on souhaite l'adresser, cet enjeu-là, mais c'est également une des perspectives intéressantes du projet qui va nous permettre d'accompagner les personnes dans ce qu'ils vont rencontrer comme enjeu. Merci. Donc, merci pour la question, Mme Gaudreau. Monsieur, merci de votre patience. Je vous cède le micro. Vous êtes gentil en passant, je vous remercie. Si je viens ici, c'est que j'ai intérêt pour beaucoup de choses, pas simplement pour détruire. Autre question. Drogue. Est-ce que vous allez vérifier de 6 unités? Puis historiquement, mettons, on a quelqu'un dans le quartier, que, je veux dire, il y a un dossier long comme la main. Puis finalement, il va se ramasser dans les unités. Je vous dis pourquoi. Dans le quartier que vous connaissez, qui est au couvert, c'est tous des familles. Le parc que vous connaissez, là, à côté de la CSST, il y a les gens de la CSST, leurs enfants vont là, puis la garderie, etc. Est-ce que ça va être une priorité, ça? Parce qu'on ne désire pas que ça devienne un lieu de rencontre. Tu sais, on a parlé de surveillance tantôt. C'est pas pour mettre non plus, je ne sais pas comment vous allez être organisé, c'est pas des caméras ou pas. Là. Mais tu sais, je ne veux pas que ça devienne non plus un centre de transition drug dealers. Là. Tout à fait. Fait que ça, c'est la réalité qui nous prend au nez, puis c'est une réalité de la vie actuellement qui prend de l'ampleur. Donc, ça vous La préoccupe? question, Oui. laissez-moi juste terminer. Je vous en prie. Je suis capable de formuler mes questions, puis je suis capable de les terminer. Est-ce que vous êtes le CIUS? Vous représentez la santé publique. Est-ce que vous allez faire comme... C'est difficile de faire des sélections, mais vous connaissez l'historique de chacun. J'espère bien que vous ne mettrez pas quelqu'un qui essaie de s'en sortir dans les drogues, il est là-dedans par-dessus la tête, vous allez le mettre dans ces unités-là. Moi, je crois que c'est un danger que ça va être mal calculé, puis ça va prendre l'ampleur. C'est toute réserve. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Mais je trouve que ça devrait vraiment être évalué. Quand le choix de sélection, qui va aller à cet endroit? Parce que sinon, ça va être le bordel. J'ai vécu pendant 3 ans dans un immeuble. On a réglé question de drogue dans le quartier. Parce qu'il y en avait au début. C'était apparaître tout beau avant que la CSST arrive. Là. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas réussi. Mais je ne désire pas que ce soit une réussite non plus. C'est un danger pour nos enfants et le futur. Donc, je ne vous mets pas le poids, mais toutefois avec respect, que vous le considérez. Je vous remercie d'écouter ma question avec attention, avec respect. Il n'y a aucun problème. Puis votre question est tout à fait pertinente. Et la réponse est oui, ça va être pris en considération. Les enjeux de consommation, c'est sûr. Est-ce que ça va devenir un critère d'exclusion? Non, quand même pas. Vous comprenez qu'il y a une logique d'évaluation du risque, puis de voir comment est-ce qu'on accompagne les personnes dans ce qu'ils rencontrent comme enjeu ici et maintenant. C'est un logement transitoire, 30-60 jours. Les dynamiques dont vous parlez, souvent, ils s'installent dans plus du moyen terme également. Ça peut aller vite des fois,
Mais là, encore là, on a une présence qui va être soutenue en fonction des besoins. Je pense qu'on l'a bien nommé tout à l'heure. Puis ces enjeux-là, ils vont être pris en considération, c'est sûr. Là où je vous amènerais, puis tu sais, il faut faire attention des fois dans l'absolutisme, là. Des fois, il y a des gens qui ont des enjeux de consommation, mais qui ne sont pas dans les enjeux de vente de stupéfiants ou de, tu sais, puis ça peut être de la consommation d'alcool, ça peut être de la consommation d'autres choses aussi. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un milieu qui est associé à la consommation. On est dans une logique de consommation supervisée. Absolument pas. Mais vous et moi, des fois, ça arrive qu'on prend un verre de vin, probablement le soir parce qu'on a eu une grosse journée. Bien, ça arrive aussi, on pense, pour ces populations-là qui vont probablement être dans les périodes les plus stressantes de leur vie. Fait que l'idée, c'est qu'on veut pouvoir accommoder ça, mais sans nécessairement commencer à tomber dans, justement, là, d'avoir une offre de service destinée là, à un profil plus de toxicomanie. Vous voyez la nuance? Donc, dans cette perspective-là, là, vraiment, je veux juste que vous voyez que, on va être présent, on va être là pour superviser ces enjeux-là, et c'est dans les premiers éléments qu'on va évaluer pour toute nouvelle candidature qui va se présenter. Okay, parce qu'on ne voudrait pas avoir une multitude de pics. Une multitude de? Pics. Oui, non, c'est ça. Ben, écoutez, je pense qu'on souhaite tous que ce soit un environnement qui soit... en passant. Puis, écoutez, mais vous savez, dans les quartiers, ça existe. Tout à fait. Il ne faut pas que ça s'amplifie non plus. Ça, c'est votre responsabilité parce que vous êtes assujetti au projet. Vous avez une responsabilité aussi sur vos épaules. Parce qu'il y a des résidents qui sont à côté. Il y a des familles, vous le constatez. D'ailleurs, vous l'avez tantôt observé, puis vous avez aussi ouvertement dit. Donc, ça vient aussi avec votre responsabilité au nom des citoyens qu'il n'y a rien qui devient, moi je pourrais dire, dommageable pour la communauté. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire, puis qu'encore, je n'ai aucune critique à faire. C'est juste de faire des choses, mais il existe des moyens. J'ai travaillé aussi avec Stratégie Canada, Drogue Stratégie Canada, avec RCMP, tout ça. Je connais la drogue, c'est comme le big problem, OK? Fait, tu sais, je remercie juste que vous aidez, mais en même temps, vous considérez que ces choses par vos gens, vos intervenants, mais que ce soit aussi peut-être plus vérifié, pour pas que ça s'étale ou que ça devienne hors contrôle. Tout à fait. Puis, avec respect, je vous soumets ça. Merci, monsieur. D'accord? Si vous me permettez. Il y a la madame qui est au centre parce qu'elle ne parle pas beaucoup, mais je sais que vous travaillez beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. OK? Juste en complément rapidement. Je t'en prie. Comme Marc l'amenait un peu plus tôt aussi, rappelez-vous, on souhaite que ce soit un environnement qui est sécuritaire et constructif pour les gens qui vont y être également. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on va souhaiter que ce milieu-là évolue. Juste Monsieur Le Coninck, un complément parce que puis, M. Keck va sûrement être d'accord, parce que il y a souvent cette incompréhension-là qui peut être légitime. C'est sûr que c'est un projet qui s'adresse à des personnes qui, plus souvent qu'autrement, traversent une étape de vie difficile. Ne pas accepter la demande de service, ce n'est pas aider la personne dans une trajectoire où elle reprend du contrôle sur sa vie. Donc, des fois, on serait porté à se dire, cette personne-là présente un profil problématique. Ce n'est pas en la mettant de côté que collectivement, on avance. Je me permets, puis je pense que Mme Roy va être d'accord sur son intervention tout à l'heure sur l'évaluation, on n'évalue pas les personnes, on évalue le projet. Puis c'est clair qu'à la fin d'un séjour dans ces modulaires-là, si la personne n'est pas capable de reprendre du contrôle et de stabiliser son parcours vers le logement, ce n'est pas juste l'échec de cette personne-là, c'est un échec collectif. Donc, si on ne veut pas échouer collectivement, ce n'est pas parce que je ne suis pas un ange que quand je tends la main, il ne faut pas m'accompagner et m'aider. C'est important de le rappeler. Merci d'apporter cette nuance. Madame? Oui, merci. Excusez, j'ai des petits enjeux physiques, donc je suis obligée de rester assis debout. Et moi, je me sens mal de vous forcer à venir au micro, Non, c'est excusez-moi. correct, mais il y a juste... On peut le descendre un peu, oui. Il a monté entre les deux. Dans le fond, vous me voyez venir en réaction sans rien retirer à l'intervention de monsieur précédemment. Je ne vais pas leur mettre une auréole au-dessus de la tête. Je ne vais pas nous mettre une auréole au-dessus de la tête. Je veux dire, il y a les bons côtés, les mauvais côtés.
Par contre, tu sais, au niveau des drogues, en fait, ça, c'est souvent, je l'entends tellement. Tu sais, moi-même, j'étais toxicomane j'étais dans la rue. Sauf que je consommais parce que je faisais des choses. Consommer pour oublier? Ouais, OK. excusez, comment dire? Quoi? Je consommais pour faire des choses et je faisais des choses pour consommer. L'hiver, quand il fait froid, ben, ça coûte souvent moins cher de se payer sa dope. Tu n'as pas faim puis tu n'as pas froid de la nuit. Tu sais, il y a un aspect aussi qu'à un moment donné, il faut prendre en compte que quand tu prends de la drogue dans la rue, c'est pas nécessairement parce que tu as une dépendance au niveau psychologique ou autre. Il peut y avoir d'autres raisons. Je pense que c'est important de prendre en compte. Puis de plus en plus, on entend parler aussi de la réduction des méfaits, qui est quand même là, une approche qui est moi, je louange. J'ai énormément de jeunes là, autour de moi qui, j'utilise le terme jeune parce que je suis beaucoup en militant jeunesse, beaucoup de jeunes autour de moi qui l'appliquent. En fait, même un qui est devenu parent aidant, malgré qu'il est consommateur journalier, mais avec le principe de réduction des méfaits, fait l'enseignement de la réduction des méfaits. Donc, quand il va y avoir, tu sais, justement, vous dites, vous évaluez pas, tu sais, c'est pas une cache, obligation, mais n'oubliez pas que cette personne-là, tu sais, la journée que moi, une intervenante s'est mise dans la porte en me regardant et en me disant, je suis plus capable de te voir te tuer, tu rentres à l'hôpital ou en thérapie, j'aurais pu la tasser, ce fille-là. Puis genre, juste, je m'en colle. C'était ça. Excusez. Mais j'ai accepté la main qu'elle me tendait. C'était pas prévu 5 minutes plus tôt que j'arrête. Mais cette personne-là m'a sauvé la vie parce que cette fois-là, elle a accepté de dire qu'est-ce qu'elle avait sur le cœur en tant qu'humaine, puis elle a accepté l'humaine que j'étais devant elle. Fait que les personnes que vous allez accueillir, que ce soit de la toxicomanie, de la santé mentale, du travail du sexe, que ce soit X, Y, Z, pensez que c'est peut-être la seule main qui va fonctionner. Puis quand vous dites, si elle ressort et qu'il n'a pas réussi, c'est un échec commun. Non. Jamais qu'il y a d'échec là-dedans. Parce qu'un jour, on va prendre un bout d'un peu tout, puis on va créer notre réussite. Donc, voilà. Merci, madame. Donc, un travail collectif de la communauté. Merci. Monsieur Fortin, Oui, là, oui, je l'ai eu. oui, bien, pour finir, vous faire rire un peu à soir. Là. Premièrement, je n'ai pas eu de réponse à la question tantôt. Là. Quand je posais la question, là, on ne pourrait pas revoir le financement pour mieux aider au niveau financier les itinérants. Tu sais, c'était pas farfelu parce que sinon, moi, dans mon livre à moi, là, c'est l'empire de la pauvreté. C'est pas l'industrie de la pauvreté ou l'économie. C'est l'empire qui continue. Tu sais, fait que faut voir ce côté-là. Puis je vais vous dire, bon, ça prendre plus d'un, moi, ça, t'asseoir. Hein? Moi, je viens de la grande pomme, comme ils disent. Hein? Pourquoi à ce moment-là? Mais j'ai peur un peu, parce que quand je vois de la manière qu'on gère à Québec, mais je vais vous le dire. À Montréal, l'aide sociale est gérée par la Ville de Montréal. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui est au courant. Je l'ai vécu, moi, je restais là. Je veux le savoir. Hein? D'accord, pourquoi qu'on ne demanderait pas à Legault quand on voit tout notre argent que ça clique, ci, puis ça? C'est-à-dire, crime, on ne pourrait pas gérer ça, nous autres, à Québec. Puis là, prendre l'argent, puis le redistribuer aux plus démunis. Comprends-tu? Fait qu'on en manque. L'argent, il n'en manque pas. Parce que quand tu vois, quand c'est pour faire des projets là, qui ne tiennent pas debout, tout ça, il y en a, là, il est à coup de milliards. Bon. L'autre affaire, je voulais vous dire aussi, ça va vous faire rire, c'est vrai. Le 3-1, quand vous dites le 3-1, le 3-1, là, c'est pas là qu'il y a le problème. C'est quand tu appelles, puis au 3-1, il te donne un autre numéro. Là, tu tombes, c'est faites le 1, faites le 2, faites le 7, faites le 8. Quand tu es rendu au 8, tu te souviens plus du 1 puis du 2. C'est là. J'ai dit, il n'y a aucun projet qui peut marcher si on ne change pas ça. C'est pour ça que je dis, c'est ça l'intelligence artificielle. Je n'en veux pas. Puis je suis un gars qui parle de robots, toutes sortes d'affaires. Monsieur Fortin, parce que là, vous parlez de plein de sujets, mais on a quand même un sujet important qui est sur la table. Le 3-1, je rassure les gens, si vous appelez là, il n'y a pas de menu téléphonique ensuite. Il y a quelqu'un qui va répondre à votre appel. Oui, c'est ça. Mais quand il te donne le numéro ailleurs, toujours faites le 1, faites le 2, faites le 7, faites le 8. Ça arrive, les boîtes téléphoniques, ça arrive, oui. Je me promène ma ronde de longue. Avez-vous une question sur le projet, M. Fortin? Non, mais ma question, c'est ça, je me disais, que quand je disais qu'au lieu de faire une autre rivière à 38 millions, puis ça va en prendre 10 puis 20 ans pour régler le problème, ben, allez donc un Legault, que l'aide sociale, puis ça soit géré par la Ville de Québec, puis prenez tous ces montants-là, ça clique, plaquette, puis redistribuez ça aux pauvres, puis il n'y en a plus de problème, parce qu'on crée souvent le problème, puis on emmène un paquet de solutions, ça fait travailler un paquet de monde dans l'empire de la pauvreté. Mais, et puis une dernière chose en terminant, je ne sais pas si vous avez connu Armand, mon grand chum dans le centre-ville, il n'aimait pas ça quand on parlait tout à l'heure, vous, je vous ai entendu dire, pour faire la lutte à la pauvreté. Non! Pour faire un combat pour la richesse. Pour ça, je dis, il n'en manque pas l'argent, il y en a en masse. Il faut tout revoir ça, mais il faut vraiment consulter mieux que ça. Là. Tu sais, pas qu'on prenne 2-3 fins de semaine à l'Université Laval, puis on va en venir à trouver un projet. C'est vraiment une idée. Je vous laisse là-dessus. On entend vos pistes, M. Fortin. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre une autre question en salle, puis après, je vais aller voir mes collègues s'il y avait des questions en ligne. Bonsoir, monsieur. Luc Laplante.
Donc, pour les 15 sites qu'on ne sait pas, puis que personne a été consulté pour ça, moi, je reviens encore. J'ai entendu plusieurs interventions pour la cohabitation, c'est sensible, les garderies, les trucs. Je reviens encore. Le projet est très louable. La seule chose que j'aimerais, que ce soit comme revu, le site. Les terrains d'université, c'est grand, il y a de la place, tu ne déranges pas personne, tu adoucis, tu apaises les problèmes d'irritants. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi que je restais un blocage pour ne pas regarder ailleurs de quoi qui est mieux. Ben, je vais vous répéter un peu la même réponse. En fait, c'est en fonction des critères, la disponibilité du site. On avait un terrain qui était disponible maintenant pour la durée qu'on souhaitait pour le projet pilote qui était de propriété ville. Ça répond pas. Il y a un endroit qui répond à tous les critères. C'était le terrain qui répondait le mieux à nos critères. Est-ce qu'on peut revenir à la page de présentation où on les énumérait, les critères? Peut-être que monsieur n'a peut-être pas eu le temps de les voir. On va vous les remettre, les critères, monsieur, rapidement, parce que comme c'est la deuxième fois, vous nous posez la question. Oui. Alors, ça, c'était l'ensemble des critères auxquels le site devait répondre. Bon, à l'université, il y a exactement tous ces critères-là. Mais en plus, au lieu d'un endroit qui est désigné par un zonage, où il y a des problèmes de cohabitation, de sensibilité sociale et tout le reste, ça peut être considéré. Puis on devrait peut-être considérer les terrains d'université, qui est le site de Robert Giffard, qui est des grands terrains pour installer des sites là, de maisonnettes. Une réponse qui dit pourquoi avez-vous considéré? Ça pourrait régler, puis adoucir, puis apaiser, puis sécuriser tout le monde ici qui s'interroge sur l'endroit qui a été désigné. C'est possible de regarder ça, puis de penser, voir c'est quoi le blocage? Comme mon collègue Jérôme vous l'a dit, il y a beaucoup de sites qui ont été effectivement évalués. Je vais me permettre un commentaire de cheveux gris. Je parle des miens, bien sûr, qui a quand même 40 ans en développement social dans les quartiers centraux de Québec. C'est clair que ce projet-là, vous avez évoqué la notion d'irritant, la nature du projet. Est-ce qu'on entend génère des irritants? Je n'ai jamais vu un projet qui, soi-disant, génère des irritants où il y a un site où il n'y a pas d'irritants. De toute façon, quel que soit le site qu'on choisit, il y a des gens qui poseraient des questions légitimes et il y a des gens qui disent donnez donc un tour de roue supplémentaire. Il y a peut-être tel autre terrain que vous n'avez pas évalué. Il y a peut-être tel autre terrain que vous n'avez pas évalué. Je vous rappelle, dans mon introduction du début, il y a un consensus au Québec qu'il est urgent, impératif, d'augmenter l'offre de services en itinérance. Et c'est aussi ce qui a animé certaines... On vous a dit, ça a déjà été long là, pour en arriver au projet. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Ce terrain-là avait beaucoup d'éléments positifs, beaucoup plus que les autres terrains qui ont été évalués. Les terrains de l'USMQ, ça fait partie de choses qui ont été aussi regardées. Clairement, dans les délais qui étaient impartis, quand on prend la somme de ce que vous voyez ici à l'écran, ce terrain-là était celui qui était à court terme le plus intéressant et qui diminuait le plus possible d'irritants par rapport à d'autres terrains. Donc, 2 terrains à 500 mètres de distance qui ont les mêmes critères, approximativement les mêmes critères, qu'est-ce qui fait qu'on prend plus un que l'autre? On est à 500 mètres, là. Il y en a un, c'est l'université, puis l'autre, c'est la ville. C'est quoi? Moi, c'est ça que je ne saisis pas. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici, là. 2 terrains avec les mêmes critères, 500 mètres. Je l'ai expliqué, propriété ville, donc accélérer le projet, pas de long processus d'acquisition, pas de longs échanges. On ne sait pas là, si l'Institut universitaire de santé mentale était prêt à... Les intervenants ici, il voit CIUS, il voit toutes sortes de... C'est tout du monde qui ont affaire à l'université, là, ici. Là. Ben là, monsieur, donc, il y en a qui ont été impliqués sur le site même. Mais là, vous nous demandiez qu'est-ce qui avait justifié la sélection de ce site-là. C'est pas mal là. Puis là, vous dites pourquoi c'est pas l'autre 500 mètres plus loin. Bien là, on entend votre questionnement. Oui. Mais je pense qu'on ne va pas remettre ça là, en question. En ce moment, on vous présente un projet, un projet pilote sur ce site-là. Vous nous questionnez à savoir quels sont les critères sur ce site. On les a énumérés. Maintenant, on n'a pas fait le tour des 15 autres sites pour une raison évidente. Mais 500 mètres plus loin,
on aurait une assemblée publique avec beaucoup de gens qui auraient dit qu'il y aurait des irritants aussi. Sûrement. Ah, il n'y aura pas de voisinage, peut-être, parce que c'est grand, là. On note vos préoccupations. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pas encore. Vous n'êtes pas satisfait? Ben, on va essayer. Non, vous pouvez revenir si vous avez d'autres questions. Par contre, Héloïse, est-ce qu'on a une question en ligne? Je pense que Oui, tu as on une en question aurait sur le... peut-être une dernière. En fait, peut-être je demanderais à quelqu'un dans le panel là, de personnes ressources à l'avant de réexpliquer le processus qui fait en sorte qu'il n'y a pas de consultation ce soir parce qu'on a des questions là-dessus. Puis peut-être ça vaudrait la peine de le réexpliquer là, pourquoi, dans le fond, il n'y a pas eu d'assemblée de consultation parce qu'il y a une résidente qui dit qu'il n'a jamais eu vent du projet en amont, puis elle a l'impression qu'aucun résident de l'endroit là, en a eu. Fait que j'inviterais peut-être à refournir l'explication, s'il vous plaît. Monsieur Leconninck, je crois. Je peux redonner l'explication sommaire, sinon Lydia pourra éventuellement venir au micro. Je vous ai dit que dans la Charte de la Ville, il y a un article qui est prévu qui fait que, de fait, la Ville est dispensée d'une consultation. Cela dit, c'est important de le dire, il y a des villes qui ont des articles similaires qui ne vont pas en assemblée publique d'information. La Ville de Québec s'impose quand même l'obligation systématiquement, quand il y a des projets de ce type-là, d'aller en assemblée publique d'information. La réponse par rapport à votre question sur la consultation, c'est que l'expérience a démontré que quand on soumet à la consultation des projets en logement social, plus souvent qu'autrement, ces projets-là sont refusés. Et la Ville qui a une obligation de s'assurer qu'il y a une offre de services pour des gens à faible revenu se retrouverait dans une situation où elle n'est pas capable de développer une réponse adéquate aux besoins et on se retrouve dans une situation de discrimination systémique. Donc, l'article 74.4, essentiellement, c'est un article qui vise à limiter le plus possible les discriminations systémiques. Et j'ai un urbaniste dans la salle qui témoigne, oui, conseillère en urbanisme de la Ville qui nous confirme. Cela dit, je tiens à compléter que certains vont être un peu cyniques par rapport à l'Assemblée d'information. Dave Gagnon l'a bien expliqué au début. L'Assemblée est enregistrée. Nous entendons les commentaires. Nous prenons acte des commentaires. Et dans bien des cas où il y a eu des assemblées publiques d'information, il y a des ajustements à la marge qui ont été adoptés suite aux assemblées publiques d'information. C'est pour ça que c'est une discipline intéressante de s'imposer quand même l'obligation d'aller vers la population et de les écouter et de les entendre. Je vous rappelle aussi que la Ville a aussi une obligation d'entendre les personnes qui ne se présenteraient pas dans des assemblées publiques parce qu'elles sont plus souvent qu'autrement les personnes visées par le projet et qui ont plus de difficultés à s'exprimer dans des lieux publics. Donc, il y a d'autres moyens aussi d'aller au-devant des aspirations de chacune et chacun des citoyens de la Ville de Québec. Merci. Un petit complément aussi d'information. Vous savez, ce projet-là, ça fait depuis juin dernier, en fait, je pense qu'on en parle publiquement, donc on sait que c'est un projet qu'on veut travailler collectivement. On a eu la confirmation de financement il y a à peu près 3 semaines. Donc, une fois que la confirmation de financement a eu lieu, là, on a pu dire on va de l'avant avec le projet. Donc, c'est à partir du moment où tous les astres sont alignés, là, donc l'ensemble des partenaires, on a le financement, on sait qu'on peut avancer avec le projet, qu'on vient vers les citoyens par la suite pour vous entendre, avoir cet échange-là avec vous, finalement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires? En ligne, nous, en ligne une fois? Oui? Non, nous, ça nous faisait le tour en ligne. Je pense aussi, Dave, si je me trompe, tu m'arrêteras, mais il y a une démarche d'information aussi qui a été faite en plus pour annoncer la séance de consultation. Est-ce que ça se peut? Oui, mais en fait, on a émis un communiqué de distribution. presse. Oui, il y a eu une distribution porte-à-porte. Il y a eu un communiqué de presse aussi qui a été publié, relayé aussi par quelques médias. Il y a eu quelques articles. Mais voilà, je n'ai pas les nombres exacts. Monsieur Leconninck? Non. Je voudrais juste apporter un complément à une question préalable. Une citoyenne je pense que c'est une citoyenne en ligne qui avait posé la question si jamais on est témoin de situations difficiles. Alors, on vous a donné tout à l'heure la réponse du 3.1. Je m'attendais à ce que mon ami Candido me ramène à l'ordre, dire je vous rappelle que l'OMH a du personnel aussi sur place. Donc, c'est très possible d'accueillir des citoyens qui viendront sur place, peut-être le cas échéant, s'il y a des intervenants ou
Donc, ils pourront recevoir aussi le témoignage de voisins qui auraient des préoccupations particulières. Donc, le 3-1, c'est une formule, mais de jour, il va y avoir aussi des personnes aura des intervenants sur place. dans le modulaire avec les services communautaires. Confirmé, M. Diaz? Je vais confirmer. Confirmé. Alors, merci. Merci, Héloïse. Merci beaucoup, Isabelle, aussi en ligne. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part des gens du public? Monsieur, je vais vous donner la dernière question. Faites-vous plaisir. D'accord. Je souligne que le projet est très louable, mais il y a une question qui n'a pas été abordée ou peut-être pas compris tout le cheminement. Mais entre 30 à 60 jours, ça veut dire 6 à 8 personnes par année par maisonnette. 30 à 60 jours qui peut résider. C'est-à-dire qu'il y a un autre qui suit encore à la suite. Ça veut dire qu'il y a à peu près 6 personnes, 6 fois 2, ça fait 6 personnes par année, par maisonnette. Vous avez vos mathématiques, regardez quelqu'un qui est bon en maths. Oui, OK. C'est ça. Vous avez raison. Si on divise 12 mois par 2 mois, par une période maximale de 60 jours, ça ferait effectivement 6 personnes. 6 personnes. Cela dit, c'est par unité. Oui, par unité. C'est ça que vous aviez dit. C'est ça que j'ai compris dans votre question. Oui. Cela dit, ces mathématiques-là, à la fin de l'année, on évaluera. Il est possible que pendant une certaine période, il y ait juste 4 espaces qui soient occupés. Des fois, il va y avoir de l'attente. Dans certains cas, M. Vidquek l'a dit, la période de 30 jours va être suffisante. Dans certains cas, peut-être qu'on va devoir dépasser. Mais vous avez raison de dire, surtout, que c'est beaucoup plus que 6 personnes dans une année qui vont bénéficier de ce projet-là. On parle de dizaines de personnes. Donc, au pluriel, qui vont profiter de ce projet-là. Parfait. Donc, à Fredericton de Victoria, quand il procède de période à période, c'est comment il fait le cheminement pour dire, tu sors la liste, il y a un suivant. Comment est-ce que ça se passe? Là, c'est-tu quelqu'un qui arrive, dit on te sort d'ici? C'est comment c'est? Oui, monsieur Kent, il doit être fait en douceur, j'imagine. Là, c'est. Mais tout est question dans le profil des personnes qui sont sélectionnées. On est vraiment dans une perspective transitoire. Donc, c'est vraiment dans la sélection des personnes que ce rôle-là va jouer. Donc, on est vraiment dans les candidatures qu'on va recevoir, les propositions, les demandes d'hébergement qu'on va recevoir. Ça va être d'analyser la situation pour dire, oui, raisonnablement, on pense qu'en dedans d'un 30 à 60 jours, on devrait être en mesure de répondre aux besoins de monsieur ou de madame. Puis si jamais on a ajusté, on ajustera. Si le besoin devient plus permanent, pour une raison X, parce que là, finalement, on a sous-évalué les enjeux. Ça veut dire que ce n'est plus la bonne ressource, qu'on va devoir l'orienter plus vers un service d'hébergement permanent. C'est sûr que quand vous comparez à d'autres modèles qu'il peut avoir eu dans la province, bien là, nous, c'est un choix qu'on fait d'aller vers de l'hébergement transitoire avec ce modèle-là. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ce choix-là. Donc, si on regarde dans d'autres villes au Canada, ces projets-là peuvent s'apparenter plus à du logement sur 1 an ou plusieurs années également. Là. Donc là, on n'est vraiment pas dans cette perspective-là. Il y a vraiment de l'hébergement transitoire, 30 à 60 jours. Puis ça, ce bout-là, il ne changera pas. Là. Mais donc, moi, c'est comment le contact avec la personne pour dire, ben là, faut que tu dégages. Fait que normalement, c'est dans le deal avec la personne, dans le contrat, là, si on veut, avec la personne qui va rentrer dans l'hébergement, c'est-à-dire là, on a 30 à 60 jours, on met les guichets doubles, puis on s'assure que, tu sais, parce que ça va être un bel environnement, c'est sûr. Je pense que c'est, comme le disait Marc, ça va être rassurant pour les personnes. Mais ce qui est encore plus rassurant, c'est d'avoir un vrai logement avec un bail, puis qui est bon pour le long terme, puis qui respecte la capacité de payer des gens. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va. Puis là, c'est de faire en sorte qu'on a un plan de match. Puis le plan de match, il ne commence pas seulement au jour 1 de l'hébergement. Il va commencer bien avant dans le travail qui est fait avec les personnes, qui va faire en sorte qu'on va dire, ben, OK, ça devient la solution temporaire pour actualiser le plan à plus long terme. J'espère que ça répond. Oui. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur. Bien, merci énormément à tout le monde. Je remercie d'abord mes panélistes. Merci beaucoup de vos réponses, mes collègues en ligne, les techniciens aussi dans la salle. Monsieur Villeneuve, je crois que vous aviez un mot de la fin pour nous. Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie autant les gens qui nombreux se sont présentés ce soir pour discuter de ce projet important, ce beau projet. Je remercie également tous les professionnels, là, autant de la ville, de l'OMHQ, du CIUS, là, qui sont ici ce soir là, pour répondre aux questions. Vous savez, c'est un projet, c'est quelque chose de nouveau.
C'est quelque chose qu'on essaie à Québec pour la première fois, puis c'est normal qu'on se pose des questions, on se demande comment ça va marcher, on se demande un petit peu c'est quoi les objectifs visés, comment ça va se passer. Nous, comme élus, quand on se fait présenter des projets comme ceux-là, on se pose les mêmes questions. Maintenant, je pense que c'est un projet qui a vraiment un beau potentiel parce que c'est ce que j'entends le plus souvent, moi, des gens se demander qu'est-ce qu'on fait, les itinérants, les personnes en situation d'itinérance, non seulement pour leur donner des services, pour les héberger, pour leur donner un refuge, mais pour les sortir de la rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut être en mesure d'offrir des services à l'extérieur du centre-ville. On dit qu'il y a une grosse concentration de services et aussi aider les personnes en situation d'itinérance qui sont en périphérie. Alors là, je pense qu'on a un projet qui va chercher ces deux objectifs-là. Moi, j'ai espoir qu'on fasse de ce projet-là un succès, puis qu'il donne un exemple, puis qu'on en ait ailleurs à Québec, qu'on ait même des projets un petit peu plus ambitieux. En fait, c'est même en tout cas, moi, c'est une critique que j'avais formulée, puis j'entends un peu ce soir, c'est 6 personnes durant l'année. Bon, est-ce qu'on va sortir beaucoup de monde de la rue comme ça? Moi, je pense que petit à petit, avec différentes initiatives qui sont différentes, en fait, effectivement, on parle de 15 terrains. Qui sait qu'est-ce qu'on peut envisager comme type de service, comme type d'offre sur ces endroits-là par le public ou le privé? Il y a un énorme potentiel, puis je pense qu'à la fin, puis c'est la force de ce projet-là, c'est de s'en remettre à nos gens sur le terrain qui travaillent avec les populations en situation d'itinérance, qui travaillent aussi avec nos milieux, avec nos communautés. Bien, je pense qu'ensemble, on commence à avoir pas mal de jugeotes puis pas mal de bonnes idées pour aider pas mal de monde et sortir pas mal de personnes de la rue. Je vous remercie beaucoup. J'espère que c'est l'objectif qu'on partage tous ce soir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.